Mounir, bienvenue sur La On Discute. Salut Nassim. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Bah, c'est normal parce que tu es devenu mon youtubeur préféré. Ok. Aussi simple que ça. Bah tu vois, c'est réciproque. S'il y a des vidéos que je rate pas actuellement, bah, c'est les tiennes. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as la chaîne Finari, où tu animes des vidéos pour parler de finances, en fin de compte. Hein. Et c'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme, un site. Comment on peut appeler ça, Finari, du coup? Ouais, c'est une plateforme. Une plateforme, ouais. Et le but, c'est gérer plus facilement son patrimoine. Exactement. Suivre son patrimoine, gérer son budget, investir et s'éduquer. Et s'éduquer, c'est ce qui me passionne le plus, je pense. C'est le maître mot. Ah ouais, c'est la clé parce qu'en fait, on a un problème énorme en France. Et je sais pas, toi, quel était ton niveau quand tu as commencé à regarder les vidéos, mais je reçois tellement de messages de gens qui me disent en fait, tu m'as ouvert les yeux. Et ce que je fais, c'est pas de la magie, c'est juste que j'explique les concepts en étant précis, en étant exhaustif et en étant objectif. Et je vais pas vendre du rêve, je suis pas vendeur de formation, je suis pas à Dubaï dans une Rolls-Royce en train de te dire que tu vas devenir millionnaire. Riche, ouais. Je vais juste t'expliquer la réalité. Et la réalité, c'est que la finance, c'est pas compliqué. C'est juste qu'on nous a jamais appris. Et tu vois, on passe 18 ans dans le système scolaire, on fait des études supérieures. Il y a des gens qui sont chirurgiens qui vont se taper 13 ans d'études supérieures, qui sont chercheurs ou tout ce que tu veux. Et ils savent absolument pas gérer leur argent. Alors que c'est le truc qui régit tous nos rapports. C'est incroyable, en fait. C'est vrai que vu comme ça, c'est assez délirant. Et je t'avoue que, personnellement, je le dis sans honte, j'étais au niveau zéro de l'éducation financière. Parce que c'est pas quelque chose dans lequel j'ai baigné. Mes parents m'ont jamais appris comment gérer mon argent. Pour moi, de l'argent, c'est tant gagnes, tant dépenses. Ça allait pas plus loin que ça. Et avant de te connaître, avant de tomber sur ta chaîne YouTube, j'étais utilisateur de Finari, mais il y a un petit moment, je crois, peut-être dès le lancement, j'avais découvert l'application, je l'avais téléchargée, j'étais resté dessus quelques mois, sans trop comprendre, tu vois, ce que ça pouvait me permettre de faire. Et puis, j'y suis retourné il y a quelques mois encore avec ta chaîne YouTube. Et puis là, je l'utilise vraiment pour gérer mon patrimoine. Et je comprends un petit peu mieux les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc, l'éducation financière, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est assez explicite, mais est-ce que tu pourrais nous en donner une définition avec tes propres mots? Pour moi, ce que je veux, c'est que tout le monde ait un bagage pour pouvoir se mouvoir dans sa vie et gérer ce sujet qui est essentiel, qui est l'argent. Et en fait, quand tu regardes toutes les études sur le stress, l'anxiété, la dépression, la raison numéro 1, c'est l'argent. J'ai peur de ne pas avoir d'argent, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas pouvoir payer mes factures. Donc, il faut l'adresser. Et donc, il faut qu'on en parle, faut qu'on en discute, et il faut qu'on soit super ouvert sur le sujet. Donc, moi, ce que je veux vraiment, c'est que chacun ait son bagage, son petit baluchon et son set de connaissances avec lequel il va pouvoir faire ce qu'il a à faire et donc atteindre ses objectifs. Et je ne sais pas quel est ton objectif, mais chacun a ses objectifs. Tu vois, indépendance financière, ça revient beaucoup. Financer un achat, préparer la transmission de son patrimoine à ses enfants, acheter juste son appartement, tu vois. Ou tout simplement sortir d'une spirale infernale des crédits à la conso, qui est aussi un vrai sujet, tu vois. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas très compliqué. Et donc ça commence par... Moi j'aime bien j'utilise souvent l'image de la pyramide. Et donc le premier step de la pyramide, c'est d'avoir un matelas de sécurité. Il faut que le matin, tu te lèves en étant serein sur ta capacité à réagir en cas de coup dur. Tu vois, avant de venir, là, tu me disais qu'il y avait une coupure d'électricité, mais il aurait pu avoir un coup beaucoup plus dur. Et il faut que tu aies assez d'argent pour pouvoir, je sais pas, acheter de l'équipement si tu en as vraiment besoin. Ou se faire dépanner. Il faut que tu te fasses hospitaliser, il faut que tu payes 2000 €. Donc, il faut que tu aies ce matelas de sécurité. Et généralement, on dit entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Donc, en gros, tu prends tes dépenses sur la dernière année en moyenne et tu mets entre 3 et 6 mois sur un livret A. Généralement, ça suffit. Et c'est ça va te donner une sérénité. C'est pas un bon placement, parce qu'on peut le voir après, ça va pas rapporter grand-chose, ça va pas rapporter assez en tout cas. Par contre, ça t'achète une paix, une tranquillité, et ça c'est la clé. Parce qu'on peut pas tout optimiser. Une fois que tu as... Et donc, tu vois, ça c'est vraiment la base. Il y a des gens qui sont encore au stade d'en dessous, c'est-à-dire que tous les mois, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Et donc là, le sujet, c'est qu'il va falloir inverser la tendance. Il va falloir remettre les compteurs à zéro. Et donc, souvent, c'est éliminer des dépenses. Il n'y a pas de secret, hein. C'est soit tu augmentes tes revenus, soit tu baisses tes dépenses. Donc, c'est assez raide comme décision. Mais si tu as un budget à l'équilibre, donc tu génères un excédent tous les mois, tu peux créer ton matelas de sécurité. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens ont déjà un peu d'épargne, tu vois, sur le compte courant, sur le livret A. Il faut juste pas laisser d'argent sur un compte courant. Attends, on en discutera après de ça. Ah ouais, ça m'énerve. Ça, franchement, il ne faut pas me lancer là-dessus. Mais donc, une fois que tu as ton matelas de sécurité, tu vois, là, tu peux commencer à investir. Et tu peux investir dans les 2 piliers, en gros, de ton patrimoine. C'est l'IMO. Bon, l'immobilier, tu vois,
tous les Français adorent l'immobilier, on est fanat d'immobilier. C'est le placement star en fait. C'est le placement star, on est vraiment accro à ça. Mais en fait, l'autre placement qui est vraiment clé et auquel sont accros les Américains, où tous les pays en fait, où le système de retraite est différent, c'est la bourse. C'est les actions notamment, les actions et les obligations. On pourra en parler en détail. Et ça, c'est vraiment les deux schémas que tu vas travailler. Et au-delà de ça, une fois que tu as fait de l'immobilier et des actions, et on va rentrer dans le détail sur ce qu'il faut faire concrètement, et ben là, tu as d'autres choses comme la crypto-monnaie, les actifs exotiques comme l'investissement en start-up, le private equity, l'or. Et moi, quand je parle souvent à des gens, les gens me disent « j'ai pas de patrimoine et là, je pense investir en start-up pour commencer ». Non. Donc, tu vois, en fait, ils construisent la pyramide en commençant par le haut. Et la pyramide, elle se construit par le bas. Il faut que tu aies une fondation et donc tu montes progressivement. Et la réalité, c'est que si tu as un matelas de sécurité, tu as fait de l'IMO, tu as des actions, tu peux t'arrêter là. Tu peux ne jamais acheter de crypto, tu auras un très bon patrimoine. Tu peux ne jamais acheter d'or, de start-up, de montres, de luxe, de ce que tu veux. Tu auras quand même un très bon investissement. Et c'est très simple, c'est très ennuyeux, mais la stratégie la plus ennuyeuse en fait en investissement, c'est vraiment la meilleure. Celle qui fonctionne le mieux. Et c'est celle que personne ne te vend parce que les banquiers ou les conseillers n'ont pas grand-chose à gagner. Ça, c'est l'autre gros problème, c'est que si tu vas avoir un conseiller, le conseiller il va être rémunéré, non pas par toi, tu ne vas jamais le payer en fait, il va être rémunéré par les producteurs des produits financiers qui te vendent. Et donc, si tu souscris à un produit, tu vas dire génial, j'ai eu un conseiller, j'ai rien payé, c'est trop bien. Et en fait, lui, il va prendre 1, 2, 5%, enfin ça dépend du produit, de commission, de rétrocession, ça s'appelle, sur ce qu'il vient de vendre. Et donc, tu vois bien que c'est pas possible que son conseil soit objectif, puisque s'il te vend rien, il gagne rien. Et il a tout intérêt à te vendre un truc qui est chargé en frais. Ouais. Donc, il y a des très bons conseillers, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai que souvent, il y a un conflit d'intérêts. Et c'est pour ça que tout le monde doit avoir son petit baluchon d'éducation financière pour pouvoir jauger si on est dans un cas de conflit d'intérêts et au moins prendre des bonnes décisions. Même si que tu sois accompagné ou pas, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est vraiment que tu puisses prendre les bonnes décisions parce que tu as assez de connaissances. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas très compliqué. Ouais, c'est vraiment pas très compliqué. Clairement, le but, c'est agir en connaissance de cause. Exactement. Et de ne pas prendre de mauvaises décisions parce qu'on ne serait pas assez éduqué sur le sujet. En fin de compte. C'est ça. Et tu penses qu'en France, c'est vraiment un problème de parler de finances, de parler d'argent, de parler d'investissement? Tu as cité les États-Unis, peut-être que c'est un peu plus décomplexé, encore que. J'y ai jamais vécu, donc je ne saurais pas te dire. Mais tu trouves qu'en France, c'est un peu compliqué de parler de ce sujet-là? C'est complètement tabou, tu vois. Tu l'as dit, tes parents t'ont pas vraiment parlé de ça. Moi, mes parents m'ont pas vraiment parlé de ça. L'argent, c'est un peu un fait, tu vois. On est très critique vis-à-vis des gens qui ont beaucoup d'argent. On est très critique vis-à-vis de la réussite. Dès qu'il y a quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, tu vois, typiquement, quand il y a eu le feu... L'incendie à Notre-Dame, il y a eu beaucoup de dons, de grandes fortunes. Ouais. Le premier truc qui a été dit, c'est « regardez, ils font ça pour défiscaliser Ouais. ». Et en fait, oui, évidemment qu'ils utilisent la niche fiscale si elle est disponible, mais ils font pas ça pour ça, parce qu'en fait, c'est pas un très bon placement en soi, tu peux faire beaucoup mieux. Mais donc, tu vois, il y a une espèce de... L'argent, c'est quelque chose qui crispe, et je trouve ça assez malhonnête, tu vois, finalement, parce que les gens qui critiquent beaucoup... les gens qui veulent parler d'argent, c'est souvent des gens qui viennent de milieux très privilégiés, donc qui n'ont pas besoin de s'en occuper, qui ont des maisons secondaires, qui en fait n'ont jamais été dans le besoin. Donc je pense qu'il faut en parler. Et effectivement, il y a un problème fondamental. Aux États-Unis, tu l'as dit, c'est quand même assez différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aux États-Unis, le but des gens, c'est d'être riche. C'est assumé. Voilà, c'est assumé. Donc il n'y a pas de... Franchement, il ne se cache pas, quoi. Non, il ne se cache pas. Et tu vois, moi j'y vais tous les ans. Tu rencontres les gens te disent « Moi j'ai envie d'être riche. C'est mon rêve, j'ai envie de m'acheter des Lamborghini et tout. » Ok, tu vois, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais au moins, toute la société fonctionne autour de ça. Et surtout, le truc qui est très différent, c'est qu'aux États-Unis, c'est marche ou crève. Le système de retraite est complètement différent. L'État ne te paye pas de retraite. C'est toi qui te constitues ta retraite. Donc, c'est une retraite par capitalisation. Donc, tu n'as pas le choix, quoi. Si tu veux continuer à vivre après tes 60, 65, 70, il faut que tu aies pris les bonnes décisions un petit peu plus tôt. Et donc, tout le monde investit, du plus jeune au plus vieux. Tout le monde investit. Et c'est vraiment, tu vas dans la rue, tu demandes aux gens, vous investissez dans les actions, ils vont dire, bien sûr. Moi, j'investis en ce moment, je regarde Nvidia, j'ai des ETF. Tu vois, c'est des termes hyper communs là-bas. Ici, tu demandes à des gens au hasard dans la rue, les gens vont dire, non, j'ai pas assez d'argent, non, la bourse, c'est un casino. Donc, tu es obligé. En France, on a un système de retraite par répartition. Donc, c'est un peu un Ponzi en réalité, puisque, en gros, nous, on cotise. Et l'argent qu'on cotise là maintenant, tous les mois, tu as les charges. C'est pas pour nous, mais c'est pour les gens qui sont actuellement à la retraite. Ouais. Donc on prend l'argent et on le donne aux gens qui sont actuellement à la retraite. Le problème, c'est qu'en France, une femme en moyenne a 1,8 enfants. Donc tu vois, on a une démographie qui est en train de vraiment s'inverser, une courbe démographique, une pyramide démographique. Et donc en fait, on est en train d'avoir plus de personnes âgées que de personnes jeunes.
Et le problème, c'est que quand on a créé ce système, il y avait en gros 4 actifs, donc 4 gens qui travaillaient pour chaque retraité. Donc c'était plutôt safe. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs pour chaque retraité. D'ici 10-15 ans, on va être à 1,5, 1,4. Et donc tu vois qu'à un moment, en fait, on va être à 1 pour 1 et le système va s'effondrer. Et donc tu vois, quand je vois tout le débat autour de l'âge de la retraite, je trouve ça assez lunaire et c'est vrai que ça peut paraître choquant, mais l'espérance de vie a augmenté, la pyramide démographique s'est inversée, on ne peut pas faire comme si c'était rien passé, on ne peut pas vivre comme il y a 40 ans en fait. Donc il faut faire quelque chose, le système va imploser et honnêtement, tu vois, les gens qui ont mon âge ou ton âge, je pense qu'il faut vraiment se préparer à se dire qu'il n'y aura plus de système de retraite quand nous on aura 60 ans. Le système aura disparu. Perso, je me suis déjà fait cette idée-là. Tu vois. Et je sais que mes proches, ceux qui ont effectivement mon âge, se sont fait à cette idée. D'où l'importance de s'éduquer financièrement. Parce qu'en fait, Exactement. on est un peu devant le fait accompli. On se dit, on n'aura sûrement pas de retraite. On aurait peut-être aimé commencer à investir plus tôt. Mais il est peut-être jamais trop tard. Ou peut-être que c'est le cas. Tu me le diras juste après. Mais du coup, d'où l'importance de s'éduquer financièrement. C'est obligé. Mais c'est vrai que tu es familier avec... le fonctionnement aux États-Unis, tu sais s'ils apprennent ça à l'école carrément? Parce que je t'avoue que j'en ai aucune idée. Comment ils ont cette éducation financière qui est différente de la nôtre? Bah déjà, il y a ce rapport à l'argent. C'est la culture américaine. L'argent. On parle tout le temps des réussites entrepreneuriales. Même, tu vois, Donald Trump. Donald Trump est président, c'est quand même incroyable, tu vois. Il y a eu plein d'entrepreneurs. La plupart des hommes politiques ou des femmes politiques américains sont extrêmement riches, d'ailleurs. Tout est du business, là-bas. Il y a ça. Et il y a surtout quand tu commences à travailler, ton employeur va te dire... Tu as un truc qui s'appelle le 401k, qui est une enveloppe d'investissement en gros. Le 401k, c'est ça? Le 401k, 401k. Et en fait, ils vont te dire combien tu veux contribuer de ton salaire tous les mois. Et toi, tu vas dire, bah, moi, je vais contribuer 10%. Et après, c'est automatique. Et tu dois déjà commencer à choisir dans quoi ces 10% vont être placés. Donc souvent, c'est des actions de ta boîte, plus d'autres choses. Mais donc, dès que tu arrives, boum, tu as un 401k. Dès le début de la vie active. Voilà. Et nous, on a un système un peu similaire qui s'appelle le plan épargne entreprise, le PEE ou PEG, ça dépend des boîtes. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai travaillé dans des boîtes, j'ai eu des PEG, des PEE. La plupart des salariés ne comprennent pas vraiment, alors que c'est un super dispositif. Mais là-bas, tu es obligé, parce qu'en plus, on te dit d'un côté, tu n'auras pas de retraite, et de l'autre côté, tu as ce truc-là dès le début de ta vie active. Et en plus, dès que tu allumes la télé, dès que tu vas dans la rue, tout le monde te parle d'argent, tout le temps, argent, argent, argent. Donc, si tu veux, c'est vraiment très différent. Mais ils n'apprennent pas, paradoxalement, ça à l'école. On pourrait, nous l'apprendre à l'école, tu vois. On pourrait mettre, d'ailleurs c'est un truc pour lequel je milite, mettre, je pense, tu vois, 3 à 6 heures de cours d'éducation financière au collège et au lycée. Avec ça, en fait, tu équipes des gens pour la vie. 3 à 6 heures sur l'année? Ouais, sur l'année. C'est rien, tu vois. C'est rien, effectivement. On a des centaines d'heures de cours de philo et de trucs comme ça. Moi, j'étais très mauvais en philo, donc je suis assez critique de cette matière. Mauvais aussi, je te rassure. Mais c'est super intéressant, tu vois. Mais on a un côté un peu latin, intello. Faut qu'on fasse des trucs abstraits. Là, c'est très concret. Les gens, les enfants vont sortir de la classe, ils vont pouvoir commencer à gérer leur argent de poche. Ils vont peut-être commencer à pouvoir. Tu peux ouvrir un compte titre, tu peux investir en bourse en étant enfant. Enfin, c'est tes parents qui vont l'ouvrir pour toi, mais c'est possible d'ouvrir un compte titre pour ses enfants. Donc théoriquement, en fait, tu pourrais donner ce réflexe-là à des enfants dès le premier jour. Et c'est pas sale en fait, c'est pas indécent, tu vas te faire ça, c'est même normal. Tu les équipes. Et donc, je sais pas pourquoi le gouvernement ne le fait pas. Je pense que c'est parce que les gens qui sont dans le gouvernement eux-mêmes n'investissent pas. J'avais fait l'analyse de patrimoine de plusieurs ministres, et à chaque fois, ou des candidats aussi à la présidentielle, et à chaque fois, c'est un sketch. Tu penses qu'ils investissent pas? Enfin, t'en es sûr, mais je le sais, ils investissent pas parce qu'ils ont ils ont aucune connaissance financière. Donc généralement, ils ont 400 000 euros sur un compte courant, ou ils ont beaucoup d'immobilier. Mais tu vois, ils ont pas de. Tu vois en fait qu'ils investissent. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie et surtout, ils investissent jamais en bourse. Et c'est pour ça que l'investissement en bourse en France est aussi mal vu. C'est parce que les gens qui décident, les décideurs, n'en ont pas conscience. Donc les lois qui votent ne vont absolument pas dans ce sens-là. Et donc, ils n'ont jamais voté de loi pour pousser l'éducation financière. Et ça c'est un scandale en fait. C'est vraiment un scandale parce que tu sors de tes études supérieures, on va dire à 22-23 ans, et là on te dit, maintenant tu te démerdes. Maintenant tu te démerdes, tu vas avoir un salaire, tu vas avoir un CDI, mais c'est ton problème, tu vas gérer ta vie comme si, par magie, tu vas devoir apprendre ça. Et donc c'est là que tu dis que c'est quand même fou, c'est que tu es obligé d'aller sur YouTube, regarder mes vidéos ou les vidéos de plein d'autres gens pour t'éduquer. Alors que tu as passé 18 ans dans le système éducatif ou 16 ans, tu avais quand même l'opportunité de trouver quelque chose. Mais tu vois, je pense que ça vient d'en haut. Et tant qu'on n'aura pas des décideurs qui seront au courant de ça et qui eux-mêmes investiront, ça ne changera pas.
On veut Mounir en ministre de l'économie. Écoute, je suis disponible. Si Michel Barnier veut m'appeler, j'attends un coup de fil là. Mais c'est vrai qu'après, selon moi, il y aurait aussi des cours de diététique et de sport plus poussés, tu vois, dès l'enfance. Exactement. Mais je suis d'accord pour l'éducation financière. Personnellement, mes parents, c'est pas parce qu'ils s'y connaissent, enfin, c'est parce qu'ils s'y connaissaient pas qu'ils n'ont pas voulu m'en parler. C'est pas forcément que l'argent était tabou ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce que le niveau de connaissance était au niveau zéro. J'ai un grand frère et une petite sœur. Ils sont dans le même cas de figure. Ils sont entrés dans le monde professionnel sans connaissance là-dessus. Et puis, effectivement, ils font leur éducation financière dans des livres qui sont en général anglo-saxons ou alors dans des vidéos YouTube, avec des vidéos YouTube comme la tienne. Donc, c'est clair qu'il y a un gros travail à faire. Et tu vois, on me dit souvent, quand je rencontre des gens de notre génération, quand je leur dis que je fais du YouTube, ils trouvent ça intéressant. Quand je rencontre des gens qui ont 50, 60 ans, je leur dis que je fais du YouTube, ils pensent qu'en fait, tu vois, je suis dans ma chambre. Je joue aux jeux vidéo. Voilà, je joue aux jeux vidéo. En fait, je suis un geek ou je sais pas. Ils pensent que ça bricole. Et ils me disent souvent, mais personne ne regarde YouTube. Ou YouTube, c'est pour les enfants. Ou YouTube, c'est c'est un divertissement. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on s'éduque. Enfin, regarder une vidéo, je trouve ça beaucoup plus agréable que de lire un texte. Et j'adore lire des livres, tu vois, c'est pas le sujet. Mais pour apprendre un concept qui est un peu abstrait, tu as une vidéo avec des beaux schémas. Tu vois, je me rappelle, tu as fait une vidéo sur la Grèce et tout, et tu avais un espèce d'objet qui représentait la Grèce. Et ça m'avait vraiment marqué. Notre équipe avait vachement analysé le truc, parce qu'on s'était dit, c'est tellement clair et explicite qu'on aurait pu lire un bouquin à la place, on n'aurait pas eu une image aussi précise. Et donc, c'est ça la force de YouTube. C'est que nous, on a décidé un jour de le faire, on s'est posé, on a fait des vidéos, et aujourd'hui, on s'est vachement professionnalisé, mais on n'a pas demandé l'autorisation. Et moi, j'adore ça, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui le feront, parce que c'est ça qui nous permettra, ce seront des citoyens qui éduqueront les autres citoyens, ce ne sera pas l'État. Et un jour, l'État se réveillera, et là, je serai là pour être ministre, ou je sais pas, en tout cas, les accompagner. Moi, j'ai toujours dit que je donnerais des cours gratuitement avec grand plaisir, parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment une mission qu'on devrait avoir. Ouais, je pense qu'un jour, ils se réveilleront et se diront, on est quand même bien en retard par rapport au contenu qui est publié sur YouTube, qui est effectivement très pro, et qui permet de comprendre assez rapidement sur une vidéo de 12 ou 15 minutes des choses qui sont a priori un peu plus compliquées. Et ton parcours perso, rapidement, comment t'en es arrivé là ? Est-ce que tu étais entrepreneur depuis ton plus jeune âge ? Est-ce que tu as travaillé dans une entreprise, une grosse entreprise ? Moi, je la connais un petit peu ton histoire, mais est-ce que tu peux nous la rappeler très rapidement ? Ouais. Écoute, moi, je viens pas d'un background très entrepreneurial. Tu sais, quand les entrepreneurs connus parlent de leur parcours, souvent ils te disent qu'à 12 ans, ils vendaient des limonades dans la rue et tout. Ouais. Moi, franchement, je l'avoue, j'ai jamais eu de boulot d'été. J'ai jamais travaillé avant d'être dans la vie active. Je viens d'un milieu qui est plutôt privilégié. Par contre, mon père est venu en France d'Algérie. Donc, c'est vraiment un immigré de première génération. Et il a très bien réussi. Mais c'est très différent de très bien réussir, d'être en première génération, d'une deuxième génération, d'une troisième génération. C'est sûr. Donc, lui, il a eu beaucoup de choses à gérer. Ma mère aussi. Ma mère est allemande, donc on a eu beaucoup de choses à gérer. Mais en tout cas, on vient d'un milieu plutôt privilégié. Moi, j'ai fait un parcours école de commerce assez classique parce que mon père voulait que je reproduise son schéma, qui est de bosser dans une grande boîte, etc. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte dans les grandes boîtes que ceux qui réussissent, en gros, c'est ceux qui sont copains avec les bonnes personnes. C'est très politique. Moi, je ne suis pas politique. Je ne suis pas langue de bois. J'aime bien dire ce que je pense. Et généralement, ça ne plaît pas trop, tu vois. Et donc, je me voyais pas du tout dans ce truc. En plus, j'aime pas porter des costumes, donc ça me faisait chier de me balader en costume à la Défense. Ça me déprimait, tu vois. J'étais dans le métro le matin à Paris, j'allais à la Défense et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Je suis un Sims, en fait. C'est horrible. Donc, le PNJ qui va au boulot. Vraiment le PNJ. J'étais un PNJ. Et je voyais les gens, ils étaient gris. Et tu vois, il y a des gens qui sont très heureux, évidemment, dans ça, et je trouve ça trop bien. Mais moi, en tout cas, vraiment, j'y arrivais pas. Et je me souviens, à l'époque, je fumais parce que j'étais vraiment stressé. Et je sortais du métro à la Défense, t'as le parvis, un truc horrible. Et je fumais une cigarette tellement j'étais stressé à l'idée de rentrer dans le bureau. Je rentrais dans mon petit bureau et tout. Avant de commencer ta journée de travail. Avant de commencer ma journée de travail, donc déjà l'habitude terrible. Et ça, tu nous dis, tu avais 25 ans, un truc comme ça. Ouais, j'avais 23, 24, tu vois. Okay. Et donc assez rapidement, je me suis dit, le monde corpo, franchement, je peux plus, quoi. Ça marche pas. Ça marche vraiment pas pour moi. Donc là, je suis revenu chez mes parents, en Savoie d'ailleurs. Et c'était un peu le retour à la case départ. J'étais dans ma petite chambre d'enfant. Franchement, c'était la loose. Et je me suis dit, ok, là, faut que je change de cap, tu vois. Et j'ai appris à coder, en fait, en achetant des cours sur Internet. Un cours qui a coûté $10. Et en une journée, je commence à coder un premier site. Je me dis, mais c'est incroyable, tu vois. Je connaissais rien hier. Aujourd'hui, j'arrive à coder un premier site qui est très basique, mais je vois la puissance du truc. Je trouve un premier job en startup. Je trouve un deuxième job en startup. Cette startup qui s'appelait Capitaine Train se fait racheter par une autre boîte qui s'appelle Trainline. Cette boîte est introduite en bourse pour 2 milliards d'euros.
Et moi, j'avais un poste assez élevé dans cette boîte. Et donc, le jour de l'introduction en bourse, moi, j'ai l'occasion de vendre mes parts. Et là, c'est la première fois de ma vie qu'en fait, j'ai de l'argent. Et j'en ai parlé sur d'autres interviews, je gagne à peu près 500 000 € à ce moment-là. Donc tu vends tes parts. Donc je vends mes parts. Et je gagne 10 ans de salaire le jour de l'introduction en bourse. Et là, je me dis, waouh, c'est... Déjà, la morale de l'histoire, c'est que j'avais des parts dans la boîte. Et c'est ça qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. C'est pas mon salaire, c'est vraiment le fait d'être actionnaire. Et on peut être entrepreneur, on peut avoir 100 entreprises, mais on peut être aussi salarié et actionnaire. Et donc, mon conseil à tous les salariés, d'ailleurs tous les salariés chez Finari sont actionnaires, c'est vraiment de négocier des parts dans votre boîte. Si vous croyez à votre boîte, il faut que vous soyez actionnaire parce que c'est le capital qui rend riche, c'est pas le salaire. Le salaire, le jour où vous quittez votre job, il s'arrête. C'est le capital qui rend riche et c'est le capital qui rend riche tous les gens que vous voyez dans le classement des grandes fortunes, etc. Et donc à ce moment-là, je me dis, bon, bah, va falloir investir. Et là, je commence à parler à des conseillers, des banques privées. Et en fait, je suis face à des vendeurs de tapis parfois, des vendeurs de voitures, tout ce que tu veux, mais en gros, des gens me vendent des trucs. Et à ce moment-là, ton éducation financière? Relativement basique. J'avais quand même des notions... en gros, j'avais quand même appris... En gros, les ETF, j'ai découvert ça en 2012-2013. Okay. Et c'est là où j'ai commencé à un peu à prendre conscience de ça, mais c'était encore assez embryonnaire. Mais j'avais quelques bases. Et après, j'ai étudié la finance, mais c'était très abstrait. Je n'avais pas étudié la finance personnelle, j'ai étudié la finance corporate, les marchés, etc. Et donc là, je me retrouve face à des conseillers qui, honnêtement, m'ont plutôt correctement conseillé. C'est juste que je me suis dit, c'est pas au niveau de ce que je veux. Et je pense que notre génération et toutes les générations qui arrivent après, elles ne se reconnaissent pas là-dedans. Et donc, il y avait le problème du conseil qui, pour moi, n'était pas assez objectif. Il y avait toujours ce souci de conflit d'intérêt dont je te parlais tout à l'heure, parce que les gens étaient rémunérés en fonction de ce qu'ils me vendaient. Et d'autre part, je disais aux gens, bon, bah, je vais investir dans ça, ok. Comment je peux suivre? Ils me disent, ah, mais on t'envoie un rapport PDF tous les mois. Attendez, vous vous foutez de ma gueule. Enfin, moi, j'ai Revolut, j'ai une néobanque, j'ai même... Je veux ouvrir mon application et voir directement. Je veux voir directement. Bien et ils me disent, mais il n'y a pas de problème, vous téléchargez les 14 applications des 14 plateformes dans lesquelles vous avez investi. Il y a la flemme. Non, franchement, c'est pas possible. Donc, moi, j'avais un Excel pour suivre tout ça. Et donc, en fait, là, j'appelle un ami qui s'appelle Julien, qui est devenu mon associé. Il avait le même problème. On s'est dit, franchement, on crée un outil pour nous. Donc, on a créé Finari en 2 jours. On a codé le truc très rapidement. Et on a connecté nos comptes. Et là, on s'est dit, waouh, trop bien, ça marche. C'était trop moche, hein. Il y a plein de trucs qui ne marchaient pas, mais le but premier, c'était de centraliser. Ça marchait. Et on l'a envoyé à des amis, on l'a partagé via une newsletter, et là, ça a pris. Et voilà, tu vois, 4 ans plus tard, on est 40, on a levé pas mal d'argent, et on a 350 000 investisseurs, qui soient débutants ou qui soient extrêmement riches, qui l'utilisent au quotidien. Et c'est ça qui me rend le plus fier, tu vois. C'est une victoire incroyable, ça c'est sûr. Et on est très loin encore d'avoir fini. Tu vois, ma vision, c'est qu'à terme, tu puisses vraiment tout faire. Tu puisses investir dans tous les produits sur Finari avec les meilleurs frais, que tu puisses avoir du conseil objectif et automatisé avec de l'IA ou avec un conseiller humain, si tu as envie de parler à un humain, que tu puisses continuer à t'éduquer, que tu puisses gérer l'argent de ta famille aussi, les accompagner. Donc, tu es vraiment la plateforme globale. Et donc, en fait, qu'on remplisse le rôle que devrait avoir une banque normalement. Parce que quand tu vas dans l'agence bancaire, avant, tu faisais ça. Tu avais tous les produits, le conseiller te guidait et finalement, c'était ton partenaire, tu vois. Aujourd'hui, le conseiller, il n'a pas le temps, il change tous les mois, et donc c'est plus du tout ça. Donc la vision, on est encore très loin, tu vois, de l'avoir réalisée. En tout cas, on est bien parti. Et le volet éducation, finalement, c'est ça qui a été notre sauce secrète. C'est que les gens étaient vraiment friands d'avoir l'outil, mais surtout, ils étaient friands de connaissances. Et moi, je crois, tu vois, on dit en France, l'argent, c'est tabou. Non, c'est pas tabou, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a tous les jours, des gens me disent, je te disais tout à l'heure, qu'ils sont trop contents d'avoir découvert la chaîne, que ça leur a ouvert les yeux, qu'ils ont commencé à investir leurs premiers euros. Les gens ont envie. C'est juste qu'on leur a jamais donné l'opportunité de le faire. Ouais. Et c'est vrai que maintenant que des chaînes comme la tienne existent, moi, personnellement, tu vois, j'en parle un petit peu plus ouvertement. Et on parle de certaines de tes vidéos ou de certains trucs. Attends, tu as ton PEA, tu as ton compte titre, tu as ton machin. Comment tu fais? C'est quoi ta stratégie? Quel est ton objectif? Et ça, le fait de le décomplexer et de donner la possibilité aux gens d'en discuter ouvertement, bah, ça fait vraiment avancer les choses de manière qui sont incroyables. C'est pour ça aussi que j'ai créé dès le début un forum. Et donc, on est un des plus gros forums financiers de France. Et le forum, il sert à 2 choses. Il sert à parler de Finari, l'outil. Et donc, les gens peuvent voter sur les fonctionnalités, nous faire des retours. Moi, je suis tous les jours sur le forum, donc toute l'équipe est sur le forum. Donc, c'est vraiment super puissant. Les gens sont connectés, tu vois. C'est comme toi, les gens t'écrivent. Je pense que tu es au contact de ta communauté. Nous, on est vraiment au contact de la communauté. Ça, c'est une grosse différence. Je peux te dire que les banques ne sont pas au contact de leurs clients. Ils n'en ont rien à foutre. Elles ne savent même pas, parce que c'est tellement gros, il y a tellement de gens, tu vois, c'est super compliqué. Et je ne les juge pas, parce que tu vois, c'est très compliqué de se mouvoir dans une organisation aussi complexe. Donc, nous, on a cette communauté qui permet de voter et qui permet de parler à d'autres investisseurs. Et ça, pour moi, c'était vraiment ce qui me manquait. Moi, j'étais dans mon cocon, tu vois, et je connaissais personne, en fait, dans mon entourage qui parlait de finance. Et je me suis dit,
Où est-ce que je vais les trouver, ces gens-là? Sur Internet. Et moi, j'ai plus confiance aujourd'hui dans des inconnus sur Internet que dans des conseillers. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et donc, le forum, il sert surtout à ça. Et donc, si tu y vas, tu peux voir des gens qui vont dire, tiens, moi, je vais acheter un appartement. Vous me conseillez plutôt d'acheter à Lyon ou dans le premier ou dans le deuxième? Ou alors, je veux le rénover. C'est quoi les trucs auxquels il faut faire attention? Ou alors, je veux faire un PEA. C'est quoi la meilleure plateforme? Et les gens qui leur répondent, c'est des gens comme toi et moi. Ils n'ont aucun objectif, si ce n'est que de partager leurs connaissances. Ouais. Et ça, en fait, c'est trop bien, tu vois. Et le forum, pendant 1 an, on était à 2 avec mon associé à parler tout seul. C'est très dur de démarrer un forum. Et un jour, ça a pris. Aujourd'hui, c'est très gros. Et c'est une de mes plus grosses fiertés aussi. C'est de me dire que, oui, il y a la plateforme, il y a plein de trucs, il y a les vidéos, mais il y a aussi un endroit où tu peux discuter et tu peux poser des questions. Et d'ailleurs, on a prolongé l'expérience du forum avec des meet-up. On en fait d'ailleurs à Lyon, on en fait partout en France. Là, on va en faire bientôt. Et donc, le but du meet-up, c'est de rencontrer l'équipe Finari, mais c'est surtout que les gens se rencontrent entre eux. Et si tu vas à un meet-up Finari à Lyon, tu verras qu'en fait, il y a des profils de dingue. Il y a des médecins, des étudiants, il y a toutes les couches sociales, toutes les origines ethniques. Et en fait, tout le monde a un but, c'est je veux gérer mon argent, je veux y arriver. Et c'est que si aux débutants ou très expérimentés, en fait, ils partagent les connaissances, partagent les bons plans. Et ça, c'est génial. Bien, tu vois. Franchement, c'est trop cool. C'est vrai que c'est ça la puissance du forum, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui sont un peu au même stade que toi. Exactement. D'échanger un petit peu des clés et puis de grandir ensemble en fin de compte. Ou qui sont plus loin et ou du qui sont coup plus t'en loin, inspirer, ou toi aider d'autres gens parce qu'en fait tu as envie de rendre l'appareil, tu vois. Tu te dis, moi il y a 1 an je comprenais rien, aujourd'hui je me sens tellement à l'aise que ouais, j'ai envie de partager ça, tu vois. Et encore une fois, on remplit pour moi on fait un peu une mission de service public. C'est juste que personne nous a demandé, mais franchement c'est nécessaire. Bah, tant mieux que vous soyez arrivé. Et Finari, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire le... Franchement, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, Finari, l'histoire. Je me suis dit, ça veut dire Financial Diary, tu vois, le Ouais, journal financier. On me l'avait jamais dit, mais ça pourrait vouloir dire ça. J'aimerais te raconter une histoire comme ça. La réalité, c'est qu'on est allé en fait, on avait écrit un script qui générait des noms à la chaîne et en fait, ça nous les envoyait sur Slack, tu vois, notre outil de chat. Et donc toute la journée, on disait oui ou non, oui ou non. Et un jour, il y a Finari qui arrive et avec mon associé, on se regarde, on se dit ouais, pas mal, tu vois. C'est pas mal. Mais on n'est pas non plus en train de sauter au plafond, on se dit pas mal. Et on le garde. Et en fait, on regardait surtout s'il y avait des domaines, tu sais, le .fr était dispo. Ouais, bien sûr. Il n'y avait pas le .com à l'époque, mais on a fini par le racheter. Et je sais pas, tu vois, c'est comme d'hab. En fait, il y a beaucoup de boîtes qui prennent un nom au début en se disant bon, on changera plus tard. Et en fait, après, au moment où tu veux changer, tout le monde te dit mais Finari, j'adore. Ouais, c'est génial. Tu t'y attaches et puis tu gardes. Donc on est resté sur ça. Voilà. Donc il n'y a pas d'histoire folle, tu vois. C'est générateur de noms à l'ancienne. Ok, bah, l'histoire de la croissance de la plateforme est quand même déjà assez folle. Hein. Ouais. Pour parler plus concrètement, l'investissement, est-ce que c'est quelque chose qui concerne une classe sociale, une tranche d'âge, un type de personne? Est-ce qu'on peut investir quel que soit son âge, par exemple? Ouais. Quel que soit son âge, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son patrimoine. C'est pas réservé aux riches, c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est moins t'es riche, plus il faut que tu t'en préoccupes parce que t'en as besoin, tu vois. Quelqu'un qui est riche, en réalité, c'est assez simple de le passer d'un mauvais investisseur à un bon investisseur parce qu'on va juste transférer des actifs. Il a déjà le stock, tu vois, comme on dit, il a déjà de l'argent. Quelqu'un qui débute, le meilleur moment pour commencer à investir, c'est tu sors de tes études, tu signes ton premier job ou t'es freelance, tu as ton premier contrat, tes premiers euros, tu commences à épargner. Et donc là, la clé, c'est ce qu'on appelle le taux d'épargne. C'est le ratio entre ce que tu vas gagner et ce que tu vas épargner. Quel que soit le montant de ton salaire. Quel que soit le montant. Et c'est ça qui est trop bien avec le taux d'épargne, tu vois. Parce que, évidemment, si tu gagnes 50 000 euros par mois, tu vas pouvoir épargner un montant énorme. Mais en fait, ce qui compte, c'est ton taux en réalité. Et donc, quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois, ben, ouais, il peut espérer épargner, tu vois, 15-20%. En gros, ce qu'on dit généralement, ce que je dis, c'est que c'est un bon taux d'épargne. Le taux d'épargne moyen des Français, c'est 16%. Le problème, c'est qu'ils mettent l'épargne au mauvais endroit. On est des bons épargnants, on est juste des mauvais investisseurs. Donc le 16%, c'est pas ça qui pose problème, c'est plutôt où vont aller ces 16%. C'est où l'argent est fléché. Et l'argent va souvent sur le compte courant. C'est quand même le placement préféré des Français. Le compte courant. Le compte courant. Et c'est le pire. C'est le pire, c'est même pas un placement, tu vois. C'est comme donner de l'argent à ta banque, littéralement. Le deuxième placement, je pense que tu vas le deviner, c'est le livret A, qui en réalité n'est pas un placement long terme, c'est un placement pour le matelas de sécurité, c'est un placement provisoire. Mais ce n'est pas là où tu vas stocker de l'argent. Mais donc, l'important, c'est, une fois que tu as ton taux d'épargne, tu peux commencer à flécher de l'argent vers les bonnes enveloppes, tu vois. Et là, il y a toute une liste, une checklist à dérouler qui est assez simple. Et une fois que tu mets ça en place, c'est vraiment trop bien. Et pourquoi c'est important de le faire tôt? Parce que tu as un autre phénomène qui s'appelle les intérêts composés. Bon, il y a tout un mythe autour du fait que Albert Einstein les appellerait la 8e merveille du monde. Je pense que c'est un scam. Je pense que c'est pas vrai, mais c'est pas grave parce que c'est une belle histoire. Ouais, c'est puissant et tu t'en rappelles facilement. Albert Einstein, il a quand même eu 2-3 bonnes idées. Et en gros, l'idée, c'est de dire, c'est un concept qui n'est pas évident à comprendre, mais tu vas investir 100 la première année et on va dire que tu vas générer 8% de rendement. Donc tu vas avoir 108 à la fin de la première année.
La deuxième année, bah, tu vas réinvestir cet argent, donc 108, et tu vas régénérer 8%. Et donc, tu vois, ton capital va grossir. Et donc, tu vas générer de plus en plus de rendement sur un capital qui va grossir de plus en plus. Et on dit souvent, regardez, les riches deviennent de plus en plus riches. Mais c'est à cause de ce phénomène. C'est parce que quand tu as 10 millions et que tu places 10 millions à 5%, tu génères 500 000 euros, tu vois, tous les ans, sans rien faire. Et donc, si ces 500 000 euros, tu les remets dans ton capital, eh ben, tu vas générer l'année d'après 10 500 000, enfin, tu vas générer 5% de 10 500 000. Donc, ça va s'accélérer de plus en plus. Donc, c'est vraiment un phénomène de boule de neige. Et donc, plus tu lances ce phénomène tôt, mieux c'est. Ouais. Mieux c'est. Si vous tapez simulateur ou calculateur d'intérêt composé sur Google, vous tomberez sur un de nos simulateurs et vous verrez que là, bah, c'est hyper puissant. Et tu vois que la courbe, en fait, elle s'accélère à fond au bout de 15-20 ans. Et donc, quelqu'un qui a 18 ans, en réalité, il est beaucoup mieux placé que nous. Parce que lui, il débute vraiment et il a toute la vie devant lui. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement il a toute la vie devant lui, c'est qu'il va pouvoir prendre en plus beaucoup de risques. Et vu qu'il va pouvoir prendre beaucoup de risques, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais prendre du risque, il va pouvoir générer des très gros rendements. Et tu parles de beaucoup de risques parce que, par exemple, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Exactement. Et sa survie ne dépend pas de son salaire directement. Bah oui, quoi. Parce que forcément, tu vois, tu as 50 ans et tu as raison de le dire, c'est hyper important. Je pense moi, je suis très, très biaisé par ma situation personnelle. Tu vois, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, etc. Donc forcément, j'ai pas de charge à ce niveau-là. Mais quelqu'un qui a 50 ans, qui a des enfants dont il doit payer les études, etc., il peut aussi investir en réalité. Il n'y a pas de mauvais moment. C'est jamais trop tard. C'est juste qu'on va ajuster les investissements en fonction de l'âge. Si tu as 60 ans, il ne faut pas que tu prennes le même risque que quelqu'un qui a 20 ans. Bien sûr. Parce que tu n'es pas très loin de la retraite, si elle existe encore. Mais donc ça, il faut l'ajuster. Mais donc pour revenir à ton point initial, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de montant minimum. Et vu qu'il y a cette histoire de taux d'épargne, eh bien finalement, ce n'est pas très important. Le montant en euros n'est pas important. Ce qui compte, c'est le ratio, le pourcentage de ton salaire que tu vas investir. Donc c'est vraiment relatif à tes revenus. En fin de compte. Et c'est relatif. Et à mesure que tu augmentes tes revenus, bah forcément, tu t'augmentes ça. Parce qu'on pourrait se dire, quand on est très jeune, on gagne 1 800, 2 000 euros net, voire même des fois un petit peu moins. Ouais. C'est un peu frustrant de se dire, il y a 15-20% qui vont partir dans de l'épargne parce que, par définition, c'est quelque chose de long terme. C'est quelque chose qui va générer des résultats sur le long terme. On peut se dire, j'ai pas envie d'attendre 20 ans avant que ça génère quelque chose. Et au contraire, à 50 ans, on peut se dire, attends, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Si ça génère quelque chose au bout de 20 ans, est-ce que j'aurais pas mieux fait de m'y prendre à 30 ans en arrière? C'est le piège. C'est le piège. Et c'est pour ça que ce que j'aime bien, c'est vraiment réfléchir ça comme un système. Donc, il y a un système qui est très bien. Enfin, en gros, le principe du système, c'est d'automatiser pour pas que tu te poses la question. Tu peux pas dépenser l'argent que tu ne vois pas. Si sur ton compte bancaire, ton salaire tombe le premier du mois, dès le premier du mois, tu as des virements automatiques ou des prélèvements automatiques qui vont être investis dans différents supports, cet argent, tu l'as jamais vu. Et donc, tu vas t'habituer, mais c'est mécanique, hein, c'est comme la nature, tu vois. Bien sûr, on s'adapte automatiquement à ça. Si tu passes de 1800 à 1700, ça peut être un peu difficile. Mais en réalité, si tu passes de 2800 à 2700, franchement, je ne sais pas ce qui va changer dans ta vie. Pas grand-chose. Par contre, c'est 100 euros par mois, ça va faire une vraie différence. Et c'est pas grave de commencer petit. Ce qui est important, c'est de faire le premier pas. Et c'est le premier pas le plus dur. Tu vois, il y a deux mondes, en fait. Il y a les gens qui n'ont pas encore décidé qu'investir, c'était important. Et il y a ceux qui ont décidé. Et moi, ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est vraiment de rejoindre le côté clair de la force qui est il faut investir. Et vous pouvez le faire avec 10 euros par mois. Franchement, si vous pouvez investir 10 euros par mois, tu peux investir 10 euros par mois sur Finari. C'est la base. Enfin, c'est très bien déjà. C'est vraiment excellent. Et moi, j'aurais adoré faire ça quand j'avais 18 ans. Et aujourd'hui, ce serait faux de dire que je l'ai fait. Tu vois, je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas ce réflexe-là. Et pourtant, j'ai quand même pu rattraper le coup. Mais si vous avez 18 ans, c'est maintenant. Si vous avez 20 ans, c'est maintenant que vous pouvez commencer. Et vous êtes super bien placé en réalité. Après, ce qui peut être bien, c'est aussi de s'habituer à la chose, même si les sommes sont très petites pour l'instant. Comme le sport. Pour moi, l'analogie du sport, tu vois, elle marche tout le temps. Hein. Ouais, elle marche tout le temps. Vous êtes fort. Mais c'est pour ça que tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec la salle parce que j'arrivais pas à créer l'habitude. Investir, c'est aussi une habitude. Donc, si tu arrives à créer cette habitude très jeune avec 10 euros, 20 euros, 30 euros, quand tu auras 30 ans ou 35 ans et que tu auras d'un coup 500, 1000 euros, 2000 euros à investir tous les mois, mais ça va te paraître normal, tu vois. C'est pareil avec le sport, c'est pareil avec tout dans la vie. Créer une habitude, il faut mieux commencer petit et il faut aussi se récompenser, tu vois. Et la récompense, pour moi, c'est quand tu vas sur ton Finari ou tu vas juste sur le compte, ton compte titre ou ton PEA et tu vois que ça monte. Et là, tu te dis, ah ouais, chouette quand même. Au bout d'un an, ça fait quand même quelque chose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas monter en ligne droite. Hein. La bourse, il n'y a pas de garantie. Même l'immobilier, il n'y a pas de garantie. On regarde, les prix ont baissé partout en France. Ouais. Plus à Lyon d'ailleurs, ou à Bordeaux, ou à les villes qui avaient beaucoup augmenté, elles ont vachement baissé.
Donc, il n'y a pas de garantie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que sur le long terme, on sait que la bourse, en gros, c'est 8% par an, annualisé, sur le très long terme. Tu vois, donc il ne faut pas se laisser avoir par les fluctuations de mois en mois ou d'année en année pour l'immobilier, par exemple. On Exactement. sait que sur plusieurs décennies, on aura toujours à y gagner, en fait. Exactement. Et tu vois, il y a un truc qui s'appelle les soldes. Quand les Les prix quoi, baissent, les soldes, quand les prix baissent dans les magasins, tout le monde se rue sur les trucs et se dit « Ouais, génial, moins 50%. » Mais quand il y a les soldes à la bourse ou les soldes en immobilier, bah, tout le monde a peur. Et tout le monde se dit « Non, 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 moi, j'investis pas, ça va encore perdre 50%. » Alors peut-être que ça va encore perdre 50%. Mais en fait, on devrait se dire l'inverse. On devrait se dire « Est-ce que fondamentalement, cet actif vaut 50% de moins ou est-ce que c'est juste le marché qui surréagit? Est-ce que c'est pas juste une espèce d'hystérie globale? » Et sur le long terme, on va se réajuster à la hausse. Donc en réalité, quand les marchés baissent, c'est un excellent moment pour commencer à investir. Et c'est pour ça que le meilleur investissement, celui que je conseille, c'est de ne pas essayer de rentrer et de sortir du marché. C'est pas de faire du trading. Le trading, franchement, c'est un métier de professionnel. Je ne fais pas de trading. Je ne sais pas en faire. Il y a des traders qui font ça dans des banques, qui ont des outils et accès à des données auxquelles personne n'a accès en tant que particulier. C'est très difficile. Par contre, ce que tu peux faire, c'est investir tous les mois un montant fixe, ton fameux taux d'épargne. Et que le marché monte, que le marché baisse, peu importe. Tu touches pas. Tu fais toujours la même chose. Tu sors pas, tu touches à rien. Tu gardes ta somme. Ouais. Tu gardes ta somme et tu réinvestis. Tu as 50 € à investir tous les mois, pas de souci. Tu investis 50 €. Tac, tac, tac. Le marché baisse, tu es content parce que tu dis « Ah, j'achète moins cher que le mois dernier ». Le marché augmente, tu dis bah, « C'est pas grave, ma plus-value augmente ». Mais en tout cas, tu ne regardes pas. Parce que ce qui compte, c'est dans 20 ans. C'est pas là au mois, tu vois. Et ça, c'est un peu difficile pour un néo-investisseur, quelqu'un qui débute, parce la première fois qu'il va prendre un moins 10%, il va se dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe là ?» C'est normal. Vous allez même prendre un moins 50% probablement à un moment, parce que la bourse, historiquement, peut faire jusqu'à moins 50%. Elle l'a fait avec le Covid d'ailleurs, tu vois, elle a fait moins 45%. Et ben, à moins 45%, en réalité, le meilleur move à faire, c'était d'acheter. Ouais. Mais c'était très difficile. C'est pour ça qu'au lieu de se dire « Je vais acheter quand ça va baisser » et d'être paralysé le jour J, c'est d'investir tout le temps. Tous les mois. D'automatiser. Et du coup, tu as une espèce de charge cognitive en moi. C'est comme, encore une fois, c'est aller à la salle, c'est un réflexe, tu vois. Moi, j'y réfléchis même pas. C'est le lundi, le mercredi, le samedi, je vais à la salle. C'est automatique. Je réfléchis pas, mon agenda, il est déjà bloqué comme ça. L'investissement, c'est pareil. Tous les mois, tu investis, c'est automatique. Et donc, tu n'y réfléchis même pas. Et ça, c'est comme ça que tu crées l'habitude. Et du coup, tu es vraiment serein par rapport à ça. Et c'est là que tu vois les gens. Enfin, tu passes de quelqu'un qui est plutôt stressé, qui a un rapport assez négatif à l'argent, à quelqu'un qui est hyper détendu et hyper serein sur sa stratégie. Et cette sérénité, je pense qu'elle est vraiment beaucoup apportée par cette éducation financière. Complètement. Plus tu t'y connais et plus tu comprends que ce sang-froid t'habite et tu es moins à même de prendre des décisions qui sont un peu impulsives en fait. Ouais. Et encore une fois, vraiment, ça paraît être une montagne, tu vois. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Et je sais pas si tu veux qu'on donne un peu la checklist de base, tu vois, de ce qu'on pourrait faire une fois qu'on a fait le matelas de sécurité. Mais c'est vraiment des trucs qui sont très basiques, très simples. Et encore une fois, personne ne va vous les conseiller en agence bancaire parce qu'ils ne gagnent pas de commission là-dessus. Mais c'est ça les choses les plus simples. Et c'est d'ailleurs ce que font les très gros investisseurs et les tout petits investisseurs. C'est pour tout le monde, cette méthode-là. Donc il n'y a pas de secret, tu vois, en soi. L'investissement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bons coups. On n'est pas là pour faire des coups. On est vraiment là pour juste être dans la régularité. On est des marathoniens. Et prendre des décisions en toute connaissance de cause. Éclairé. Et tu parlais de ratio tout à l'heure par rapport à tes revenus. Ouais. Tu as parlé de entre 15 et 20%, mais Ouais. est-ce que c'est quelque chose de bloqué ou tu peux faire plus, tu peux faire plus. moins? Tu peux faire plus. Je pense que faire moins, tu vas pas accélérer ta création de richesse. Donc, tu as toujours ce chiffre de 16% qui est la moyenne des Français. Moi, ce que je considère, ce que je recommande, c'est 20% minimum. Les gens qui veulent être FIRE, indépendants financièrement, le plus rapidement possible, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent jusqu'à 50%, 60%. Là, on est dans la privation. Là, concrètement, tu manges des pâtes parce que vraiment, tu vas épargner littéralement la moitié de ce que tu gagnes, sachant que tu dois payer ton loyer, tu dois payer des impôts, tu dois quand même payer... Enfin, il faut bien que tu sortes un peu de chez toi, tu ne vas pas non plus être un moine pendant 20 ans. Donc, c'est assez difficile. Donc, il faut trouver l'équilibre entre... Je me mets quand même un peu dans la sauce, mais j'ai pas non plus une vie de moine. Enfin, tu vois, il faut quand même profiter de la vie. Donc, soyez réaliste sur votre budget. Encore une fois, tu regardes combien tu as dépensé et tu dis combien je peux retrancher sans être dans une privation. Parce que quand tu es dans la privation, et ça tu le sais, je pense, avec l'entraînement, c'est pour ça que moi je crois pas aux diètes, tu vois, au programme. Malsain, absolument. Voilà. Et en fait, tu fais un espèce de... C'est un peu l'effet boomerang, tu vois. Tu vas vachement dans un sens et après, ça repart dans l'autre et tu vas abandonner l'habitude. Donc, il vaut mieux commencer à 15, 20 et après se dire au bout de quelques mois, ok, est-ce que je me sens à l'aise de monter d'un cran, monter d'un cran, monter d'un cran. Et moi, tu vois, en ce moment, je dois être... Alors, moi, je suis entrepreneur, donc c'est un peu différent. Mais longtemps, j'ai été à 20-25%.
Et franchement, je trouve ça déjà pas mal. Mais il y a plein d'utilisateurs sur Finari qui sont à 50 et en fait, ils sont super à l'aise. Donc ça dépend vachement de ton train de vie. Tu vois, si tu gagnes bien ta vie et que tu es très peu dépensier, let's go. Tu peux monter plus haut. Tu peux monter, mais aussi haut que tu veux. Hein. En fin de compte, il n'y a pas de règles vraiment établies. Et du coup, 20%, tu gagnes 2000 € par mois, tu mets 400 € de côté. Enfin, tu vires 400 € sur un compte. Tu nous expliqueras comment ça fonctionne exactement. Ouais. Et tu le laisses faire ses petits intérêts. Tu oublies cet argent. Tu oublies cet argent. Et d'ailleurs, en réalité, moins tu regardes Finari, mieux tu te portes. Parce que tu n'as pas besoin de... Faut pas que tu prennes de décisions impulsives. Donc, c'est assez paradoxal avec Finari. C'est bien de regarder combien tu as. Mais tu vois, moi, je regarde très peu en réalité. Bon, je regarde tous les jours le produit parce que je travaille dessus. Mais je regarde très peu mon patrimoine. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Moi, de toute façon, je suis là pour le long terme. Les fluctuations de court terme, ça ne m'intéresse pas. Le seul moment où ça m'intéresse, c'est si vraiment il y a une grosse correction de marché où là, j'ai quand même un peu de liquidité de côté, j'investirai plus que d'habitude. Mais sinon, honnêtement, ce qui se passe dans les marchés ne m'intéresse pas. Tu vois, on me demande tout le temps, est-ce que tu conseilles de plus investir avant les élections américaines, avant l'annonce de la Banque centrale, impossible. Moi, je dis toujours aux gens, déjà, j'en sais rien ce qui va se passer. Et non, parce que j'ai pas que ça à faire. Et encore une fois, je ne suis pas trader. Donc, tu vois, enlève-toi cette charge. Et plus tu vas rencontrer des gens qui sont sophistiqués, qui sont des pros, moins tu vas les entendre parler de ça. Les gens s'en foutent de ça. Parce qu'en fait, ils sont sur des cycles de 20 ans. Donc ça, ce dont on parle à l'élection présidentielle, c'est du bruit. Il y en a une tous les 4 ans. Donc des réunions de la Banque centrale, il y en a une tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc qu'est-ce que tu vas t'intéresser à ça? Là où tu peux vraiment créer de la richesse, c'est avec ton temps. Tu peux créer des entreprises, tu peux travailler pour d'autres, etc. Ton investissement, c'est ton c'est ce qui va assurer ta retraite, c'est ce qui va te permettre de vraiment avoir la vie dont tu rêves. Mais finalement, il faut mieux investir ton temps dans ton outil productif, tu vois. Et tes investissements, c'est du pilote automatique. Carrément, ça fait carrément sens. Tu as parlé du compte courant tout à l'heure et du fait que les Français épargnaient 16%, mais le mettaient sur leur compte courant. Compte courant, on livrait, ouais, beaucoup. Ok, mais c'est différent. Compte courant, c'est ton compte que tu as à la banque, que tu utilises tous les jours. Et à ta carte bancaire. Compte courant, c'est un compte avec lequel que tu peux utiliser pour les dépenses. Et là, le danger sur le compte courant, c'est que ça génère rien. Ça génère zéro. Ça génère zéro parce que la banque ne te rémunère pas pour l'argent que tu lui donnes. Par contre, la banque, elle, va se rémunérer en plaçant cet argent. Et donc, en ce moment, elle va générer 3,5% gratuitement. Donc, elle va prendre 100% de marge sur ces 3,5%. Et en plus, elle va utiliser ses dépôts pour, en fait, régénérer du crédit. Elle fait de la production de crédit. Donc, si elle a 1 € de dépôt, en fait, elle va pouvoir prêter généralement 10 € pour faire du crédit. Donc, elle utilise ton argent pour gagner des intérêts et pour refaire du crédit sur lequel elle va regagner de l'argent. Et toi, en réalité, sur ton compte courant, tu perds de l'argent parce qu'avec l'inflation, tu te retrouves avec un pouvoir d'achat qui est réduit avec la même somme d'argent. Ouais, et ça, c'est un concept qui est un peu étonnant. Tu vois aussi, c'est si tu regardes ton solde bancaire aujourd'hui et dans un an et que tu n'as rien fait et que tu avais 100 € aujourd'hui, tu auras toujours 100 € dans un an. La seule différence, c'est que quand tu vas aller au supermarché, au restaurant, n'importe où, ce que les 100 € vont te permettre d'acheter, ça aura baissé, ça aura diminué. Parce qu'il y a effectivement l'inflation qui, concrètement, est un mot un peu technique pour dire la hausse des prix. Et donc, on mesure en fait la hausse des prix, et la hausse des prix concerne absolument tout. Tu vois, ça peut être la hausse du pétrole, la hausse de l'immobilier, la hausse des loyers, tout. L'énergie a explosé ces dernières années, ça s'est un peu calmé. Mais donc, effectivement, les prix augmentent, en moyenne entre 3 et 5% par an en ce moment, donc c'est assez violent. Donc, tous les placements qui rapportent moins de 3 ou 5% par an te font perdre de l'argent. Te font perdre du pouvoir d'achat plutôt. Ouais. Et donc ça, c'est problématique. Parce que si tu as 2000 € d'épargne sur ton compte courant, en fait, l'année d'après, tu auras toujours 2000 €, mais les 2000 € vont acheter moins de choses. Et donc, tu te seras appauvri. Et en plus, tu auras enrichi ta banque. Ça m'énerve. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est investir dans des supports qui battent l'inflation. Et le seul support, ou les seuls supports qui battent l'inflation, c'est ceux qui ont du risque. Donc, si tu ne prends pas de risque, tu ne battras pas l'inflation. En fait, on parle souvent de couple rendement-risque. Il faut prendre du risque pour générer du rendement. Et il faut prendre un petit peu de risque pour générer plus de rendement que l'inflation. Et donc, tu peux faire de l'immobilier, tu peux investir en bourse, tu peux investir en crypto-monnaie aussi, qui est beaucoup plus risqué, évidemment. Tu peux investir dans d'autres choses. Mais tous ces supports-là sont risqués. Et qui dit risque de perte en capital. Donc, tu peux perdre l'ensemble de ton capital. Maintenant, c'est quand même relativement improbable que tu perdes ton capital si tu investis dans des choses très basiques comme acheter un appartement que tu vas mettre en location ou acheter ta résidence principale. Investir dans un ETF qui est un support super, vraiment qui est le support idéal pour investir en bourse parce qu'en gros, ça va juste prendre toutes les actions toutes les entreprises qui sont dans un indice, par exemple le CAC 40, l'indice français,
40 plus grandes entreprises, tu peux acheter un ETF qui est juste un fonds en gros, qui va répliquer la performance des 40 meilleures entreprises françaises. Et donc les risques sont lissés puisque tu as une plus grande quantité d'entreprises très diversifié sur l'ETF. Ouais. Et donc, encore une fois, tu peux dire oui, mais ça peut aller à zéro. Oui, mais ça veut dire qu'en gros, les 40 plus grandes entreprises françaises font faillite. C'est quand même assez improbable. Et après, tu peux aussi acheter un truc qui s'appelle le MSCI World, qui est là carrément les 1600 plus grandes entreprises, les 1500 en réalité, plus grandes entreprises mondiales. Tu vas avoir LVMH dedans, tu vas avoir Meta, Google, Alphabet maintenant, Nvidia évidemment, dont on parle tout le temps, toutes les plus grosses sociétés. Et donc, le risque là, il est très 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 faible. Est-ce que tu vas avoir de la variation dans les prix? Bien sûr, ça peut perdre 50%. Est-ce que sur le long terme, tu as un risque de perte en capital? Oui, mais statistiquement, tu fais 8% par an. Donc en fait, il faut que si tu restes investi assez longtemps, tu sais que tu pourras récupérer ta perte pour remonter. Et tu regardes les courbes. Regardez, vous tapez MSCI World sur Google et vous regardez la courbe la plus longue qui est disponible. Donc ça va être 50 ou 60 ans. Et vous voyez le truc, c'est les crises d'il y a 40 ans, vous les voyez même pas. On les voit plus. Le Covid, on le voit quasiment plus déjà. C'était hier le Covid. Il est déjà quasiment effacé parce que c'est reparti tellement fort. Donc c'est aussi comme ça que le risque, tu peux un peu le lisser. Exactement. C'est en étant investi sur le long terme. Investi sur le long terme, investi sur des supports extrêmement diversifiés. Et tu vois, pour rentrer dans le concret, si on met l'immobilier de côté 2 minutes, investir en bourse, c'est vraiment la clé, il faut le faire. Et le premier support le plus intéressant pour le faire, c'est le PEA, qui est en gros une enveloppe qui permet d'investir en bourse en limitant les impôts qu'on va payer. Quand tu investis en bourse, généralement, tu vas payer 30% d'impôts sur les plus-values que tu vas générer. Donc tu vois, tu as acheté quelque chose 100, tu le revends 150, tu as généré 50 euros de plus-value. 30% de flat tax. 30% de ça, voilà, ça s'appelle la flat tax. Si tu as un PEA, donc ça c'est si tu as un compte titre, voilà. Si tu as un PEA, qui en fait est un compte titre avec un avantage fiscal associé, donc c'est pas très important. Si tu as un PEA, tu vas non pas payer 30%, tu vas payer 17,2% à condition de garder ton PEA pendant 5 ans et de ne pas retirer d'argent. Mais ça, c'est pas un problème parce que nous, on est des investisseurs long terme, donc on s'en fiche. Le PEA, donc c'est génial, concrètement, tu payes 40% d'impôts en moins par rapport au compte titre. Dingue. Tu as quand même 2 contraintes, c'est que tu peux que contribuer 150 000 euros. Alors les gens qui débutent vont me dire, ça va, tu vois, il y a de la marge, mais bon, quand tu es un gros investisseur, ça va assez vite. La deuxième contrainte qui est plus pénible en réalité, c'est que tu peux que investir dans les sociétés européennes. Mais vu que derrière, c'est les marchés financiers et que les gens sont malins, on a trouvé des contournements, notamment via les ETF, pour te permettre d'investir quand même dans les entreprises américaines, dans les entreprises mondiales via le MSCI World par exemple. Donc en réalité, tu peux acheter un ETF MSCI World et donc investir dans les plus grandes sociétés des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Tu peux aussi investir dans les plus grandes sociétés américaines, mais tu ne peux pas investir dans des titres spécifiques américains. Tu ne peux pas acheter du Nvidia, mais de toute façon, acheter des titres individuels, ça s'appelle faire du stock picking. C'est pas forcément une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'en réalité, 90% des investisseurs qui font du stock picking se font battre par le marché. D'ailleurs, 90% des professionnels qui font du stock picking, qui sont ce qu'on appelle les gérants de fonds, se font aussi battre par le marché. Donc, il ne faut surtout pas investir dans des fonds gérés par des professionnels. Il ne faut surtout pas faire du stock picking soi-même. Il faut investir dans des ETF qui vont juste répliquer bêtement les indices. Et donc, c'est ça qui est un peu marrant. On se dit, mais c'est bidon en fait. On va juste acheter l'indice. Un gérant professionnel devrait être plus malin que ça. Ah non, en fait. C'est pas le cas. Statistiquement, non. Statistiquement, littéralement, 90% ne battent pas le marché et en plus te prennent des frais. Te prennent 2-3% de frais par an. Alors tu te dis, mais 2%, ça va, tu vois, 2% de frais, c'est pas énorme. 2% de frais par an sur 30 ans, ça fait 45% de plus-value perdue. Donc tu te retrouves limite à payer plus de frais que tu ne auras payé plus de frais que tu n'auras généré de performance au bout de 30 ans. Et donc les frais, ils vont où? Ils vont dans la poche du gérant qui va te dire merci. Si tu baisses tes frais, c'est mécanique, tu augmentes ta performance. Les ETF, en fait, le principe, c'est que c'est passif, donc il n'y a aucune gestion, enfin très peu de gestion. Et donc les frais sont vraiment hyper bas, 0,2, 0,1% par an. Et là, vraiment, c'est le support parfait, en fait. Est-ce qu'il y a un risque sur les ETF? Oui, il y a des petits risques en réalité. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas très important. Mais ça reste le support long terme pour un investisseur lambda le plus adapté. Et tout le monde peut l'acheter. Vous allez ouvrir un PEA sur n'importe quelle plateforme en ligne. N'ouvrez pas un PEA chez votre banque traditionnelle. Et après, let's go, tu vois. Et tous les mois, tu achètes le même ETF. Tu peux acheter un ETF MSCI World. Franchement, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'acheter plus. Et tu investis tous les mois dessus. Et en fait, là, tu viens de faire la moitié de ton deuxième étage de ta pyramide qui est la bourse. Et après, l'immobilier, la seule question à te poser, c'est est-ce que tu veux acheter ta résidence principale ou non? Si la réponse est oui, bon bah, fin de la discussion, tu achètes ta résidence principale, tu prends un maximum de crédit, tu mets un minimum d'apport, il faut s'endetter
faut le plus s'endetter possible parce qu'en fait, c'est de la bonne dette. La mauvaise dette, c'est la dette, tu vois, quand tu vas au supermarché et tu achètes un écran plat, ça, c'est de la mauvaise dette. Parce que là, tu peux vraiment partir dans une mauvaise spirale. La dette immobilière, c'est de la bonne dette. Tu t'endettes au maximum, tu mets le minimum d'apport. Si par contre, tu dis, moi, je m'en fiche d'acheter ma résidence principale, bah, tu achètes un bien locatif et un appartement, tu vois. Il y a plein de régimes qui sont intéressants pour ne pas payer d'impôts, notamment un régime qui s'appelle le LMNP. Et avec ça, en gros, tu ne payes pas d'impôts. C'est ton locataire qui rembourse ton crédit. Peut-être que tu vas mettre un peu de ta poche pour, tu vois, compléter la mensualité, mais bon, en soi, c'est quand même l'effort d'épargne, c'est relativement faible. Et en fait, tu peux enchaîner ça. Tu peux acheter un appartement, 2 appartements, 3 appartements. Si tu es en CDI, tu peux acheter un appartement tous les ans, tu vois. Et c'est comme ça que tu construis ton patrimoine aussi. Et donc, tu auras l'immobilier d'un côté, la bourse de l'autre. D'un côté, tu auras utilisé ta capacité d'emprunt au maximum. Si vous êtes en CDI et que vous n'avez pas d'emprunt, s'il vous plaît, allez à la banque, faites empruntez le maximum. Ça fait peur d'emprunter, tu vois. Moi, typiquement, ma mère me demande tous les mois si elle doit rembourser son emprunt. Elle a un emprunt à 0,80 en taux. C'est un taux lunaire. Aujourd'hui, les taux, c'est à 3,5%. Ouais. Et tous les mois, elle me demande. 0,80, tu te dis, oh là là, le plaisir. Le plaisir. Et elle, ça la stresse de se dire, il y a cet emprunt-là au-dessus de la tête. Ce que je lui explique, c'est que elle peut rembourser l'emprunt maintenant. Mais cet argent, elle peut le placer. Et vu qu'elle va placer cet argent à un taux, un rendement largement supérieur à 0,80, en fait, elle est largement gagnante. Tu vois, le manque à gagner, il serait terrible si elle remboursait son emprunt. Donc, endettez-vous au maximum pour acheter de l'immobilier, résidence principale, ou bien locatif. Ça, c'est votre choix. Ce qu'il faut juste comprendre, en gros, c'est que généralement, la résidence principale est moins rentable que l'investissement locatif. Donc, les investisseurs qui sont vraiment purement axés sur la renta, ils louent leur propre appartement et en fait, ils achètent des biens immobiliers à balle. Et après, tu peux créer des sociétés, etc. Tu peux commencer à vraiment te professionnaliser. Mais au début, tu n'as pas besoin de créer une SCI. On entend beaucoup parler des SCI. Pour commencer, ça ne sert à rien, sauf si tu achètes à plusieurs. Mais je ne conseille pas d'acheter à plusieurs généralement. Tu achètes tout seul, tu fais un LMNP, tu fais un petit appart, un studio, très simple, tu vois, très sûr, dans une ville où la renta, elle n'est pas dans une ville que tu connais. Tu achètes là, tu vois, tu me disais que tu viens du 5e. Bah, tu achètes dans le 5e, dans une rue que tu connais, tu sais que la rue, elle est bien. Et tu te formes. Et tu te dis, au bout de 6 mois, 1 an, est-ce que ça me plaît ? Moi, j'ai fait du Airbnb, j'ai des appartements Airbnb, ça me plaît pas. Ouais. Donc, je vais jamais en refaire. Mais tu vois, j'ai appris. Par contre, j'aime bien la location longue durée. Donc, je continuerai et je continue d'acheter des appartements locatifs pour faire de la location longue durée. Est-ce que c'est ma passion ? Non. Donc, je suis prêt à déléguer une grosse partie, donc baisser ma renta. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup. Ouais, mais je teste, tu vois. Et j'ai testé sur des montants qui étaient pas très importants. Donc, moi, des fois, je vois des gens qui me disent je vais acheter un bien, enfin, comment ça s'appelle, un immeuble. Je vais acheter un immeuble pour commencer. Calme-toi. T'es sûr ? Ouais. Un immeuble, c'est compliqué quand même. C'est-à-dire que c'est toi le syndic. Ça veut dire que s'il y a un problème, tu vois, c'est un enfer en fait. Tu vas avoir je sais pas combien de locataires, des colocs. Je veux faire des colocs. T'es sûr ? Tu vas avoir 3 locataires à gérer. Il va y avoir des rotations. Ça va être l'enfer. Ça va être des étudiants en plus, donc risque qui te détruisent l'appartement assez important. J'ai été étudiant, donc je vois comment ça se passe. Commence petit, tu vois. Et c'est OK. T'apprends. Et en fait, encore une fois, les gens se disent moi je veux tout de suite être un pro. Non. Tu vas pas à pas. Toi, tu t'es pas levé un matin et ensuite tu as eu le corps que tu as maintenant. Ça s'est fait sur des années. L'investissement, c'est pareil. Tu vas progressivement et après, ça se passe très bien. Et on commence tous débutants. Tous. Et tu vois, comme tu l'as dit au début, l'investissement immobilier en France, on est quand même déjà beaucoup plus familier que tout ce qui est en rapport avec la bourse. Ouais. Donc, on rembobine un tout petit peu par rapport à ce que tu as dit sur le PEA. Ouais. Tu as mentionné PEA, tu as mentionné compte titre, tu as mentionné frais bancaires, d'ouvrir un PEA partout, mais pas chez sa banque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça ? Le compte courant, ça dégage. Ouais, ça dégage. Nos 20% d'épargne mensuelle, on décide d'ouvrir un PEA. Exactement. Ce PEA, c'est un plan d'épargne en action, c'est ça ? On l'ouvre où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça marche ? Tu l'ouvres dans une banque en ligne. Je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas de partenariat. Okay. Mais il faut vérifier que les frais soient les plus bas possibles, voilà. C'est ça ? Bon, je vais vous donner des noms pour que vous ayez un indice. En gros, il y a 3 banques qui sont vraiment pas chères. Il y a Boursobank, Fortuneo et Bourse Direct. Ok. Voilà. Ça, il y a Interactive Brokers maintenant. C'est les 4 PEA les moins chers du marché. Vous allez sur la communauté Finari, vous tapez PEA, avis, etc. Vous tapez ce que vous voulez et vous regardez ce qui vous convient. Les 4 sont bien. Il y en a qui sont un peu moins chers que d'autres. Les frais, c'est hyper important. Mais après, il y a aussi une histoire de si tu as déjà ton compte bancaire chez Fortuneo, reste chez Fortuneo. Tu vois, va pas multiplier les comptes. Une fois que tu as ouvert ce PEA, effectivement, tu mets en place le virement automatique. Malheureusement, sur les PEA, on ne peut pas faire de prélèvement. C'est-à-dire que la banque n'est pas capable de te prélever de l'argent tous les mois. Il y a des supports sur lesquels ça existe, on va le voir après. Et donc, tu fais un virement automatique tous les mois vers ton PEA. Et après, tous les mois, tu vas te connecter sur ton PEA et tu vas acheter pour 100, 200, 300, 500 euros, peu importe, du fameux ETF, MSCI World, ou du S&P 500, qui est l'indice boursier américain phare. Ça dépend. Mais en gros, moi, ce que je recommande, c'est vraiment MSCI World, hyper diversifié. Tu as les 3 continents les plus importants. Et donc,
c'est déjà la fin de ton histoire en réalité. Et donc ça, tu continues à le faire jusqu'à ce que tu atteignes les 150 000 euros. Ce que tu peux faire en parallèle, c'est ouvrir directement. Donc là, tu viens d'ouvrir ton PEA, on est lundi, tu dis « Waouh, je viens de faire un gros step ». T'arrêtes pas là, ouvre une assurance vie aussi dans la foulée. L'assurance vie, qui a un nom qui est horrible, honnêtement, on dirait que c'est un truc où c'est pas une assurance décès, ça n'a rien à voir, c'est juste une enveloppe d'investissement avec des avantages sur la fiscalité et sur la transmission. Très important pour la transmission, c'est assez avantageux. Il faut ouvrir une assurance vie en ligne, tu peux l'ouvrir chez un courtier, on va en proposer une sur Finari, mais il y a plein d'autres courtiers qui en proposent aussi. Il faut mettre les frais au plancher. Il faut que tu prennes une assurance vie qui propose des ETF. S'il n'y a pas d'ETF dans ton assurance vie, ça c'est vraiment le signe que tu vas te faire plumer en gros. Et tu n'as pas envie de te faire plumer. Maintenant, tu connais les frais, tu sais que c'est une arnaque. Tu ouvres une assurance vie en ligne, tu vas contribuer le minimum. Tu vois, sur Finari, typiquement, le minimum, ça va être 300 €. Et tu vas t'arrêter là. Parce que pour l'instant, tu veux contribuer sur ton PEA, qui est une enveloppe qui est plus intéressante. Mais tu vas lancer le compteur pour débloquer l'avantage fiscal. L'avantage fiscal, l'assurance vie, c'est 8 ans. L'avantage fiscal du PEA, c'est 5 ans. Donc, tu vas au PEA, tu vas chercher les 150 000 € au maximum. Dès que tu as fini dès que tu es aux 150 000 €, tu peux plus contribuer sur le PEA. Tu peux quand même acheter et vendre à l'intérieur de l'enveloppe. Tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur. Tu peux juste pas sortir d'argent. Ça va casser l'avantage. Au bout des 5 ans, d'ailleurs, le PEA, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux sortir, tu peux rentrer. Tu as l'avantage fiscal qui est garanti à vie. C'est quand même génial. L'assurance vie, ce qui est trop bien, c'est que tu n'as pas de limite de montant. Et c'est pour ça que les gros patrimoines, eux, ils investissent via une assurance vie, généralement, parce que tu peux mettre 50 millions dessus, si tu veux, il n'y a pas de problème. Le dernier truc que tu peux faire, mais c'est peut-être le moins important, tu peux ouvrir un compte titre, si tu veux, pour faire du stock picking, si tu as envie. Attention, en ce moment, il y a un vrai risque sur le compte titre, parce que la fiscalité du compte titre, tu l'as dit, c'est la flat tax, c'est 30%. On est dans un environnement politique extrêmement instable où les partis de gauche sont en train de remettre en question la flat tax, qu'ils considèrent comme un cadeau aux riches. C'est faux. C'est démagogique de dire ça. C'est un cadeau à tout le monde. Alors évidemment, si tu es plus riche, tu en profites plus, mais c'est surtout c'est un boost pour l'investissement. En fait, en France, on pense qu'on vit on est le seul pays au monde, tu vois. Ouais. La réalité, c'est que la flat tax, la taxe sur les gains en capitaux en Belgique, elle est de 0. La Belgique, moi, je prends l'Eurostar, j'y suis en 1 heure, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas non plus très, très loin. Donc, il faut arrêter de penser qu'on est les seuls au monde. On n'est pas les seuls au monde. Et il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus tu vois, attractifs à ce niveau-là. Donc, en fait, on a juste baissé notre fiscalité pour être au niveau des autres et pour être encore un peu plus cher. La flat tax, le risque, c'est qu'elle risque de sauter. Si la flat tax saute, ton compte titre, lui, il sera plus imposé à 30%, mais peut-être à 40-45%. Donc, ça, c'est un vrai problème. L'assurance vie, le PEA, tu n'auras pas cette fiscalité-là. Mais c'est un peu le désavantage du compte titre. Aujourd'hui, le compte titre est relativement intéressant, mais demain, ça pourrait changer. Et le compte titre, pour moi, n'a qu'un intérêt à court terme, c'est si tu veux faire du stock picking, c'est-à-dire si tu veux acheter des actions pour te faire plaisir. Et généralement, moi, ce que je recommande, c'est pour les investisseurs qui ont créé l'habitude d'investir, vous allouez 10% de vos fameux 20% de taux d'épargne. Donc, si tu investis 400 € tous les mois, tu vas investir 40 € tous les mois dans ton stock picking. Et là, tu vas juste te faire plaisir. En fait, tu vas acheter les actions des entreprises que tu aimes bien. Tes clients Spotify, tu achètes du Spotify. Tu vois, moi, à chaque fois que j'achète des produits Apple, j'ai une règle, c'est que je réinvestis la même chose dans des actions Apple. Et à chaque fois, je vois qu'en fait, j'aurais mieux fait d'acheter que des actions Apple parce que l'action a explosé. Mais du coup, j'ai cette règle-là. C'est pas très rationnel. Je sais pas si je vais battre le marché ou pas, probablement pas sur le long terme, mais ça me fait plaisir. Et en même temps, c'est que 10% de mon investissement en bourse. Donc, c'est très faible. Tu limites quand même les risques. Je limite les risques. Si tu n'as pas envie de faire de stock picking, tu n'as pas besoin de faire de compte titre. Donc, tu fais PEA, assurance vie. Et là, tu es équipé littéralement pour la vie, tu vois. Il y a d'autres enveloppes, le PER, mais moins intéressantes au début en tout cas. Donc en fin de compte, ça reste relativement simple, hein, comme tu l'as dit au début. Hyper simple. On peut, quand on entend compte titre, quand on entend ETF, PEA, assurance vie, etc. Ouais, des acronymes horribles. C'est ça, on a l'impression qu'on doit jouer sur tous les tableaux. Non. Mais en fin de compte, avec deux produits assez simples, on est, comme tu dis, paré pour la vie en fait. On est paré pour la vie. Et en fait, ça paraît tellement bidon qu'on se dit, mais il y a une douille. Bah non, en fait, il n'y a pas de douille. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que tu te dis, attends, mais ça, on pourrait quand même l'expliquer au lycée. C'est tellement nul. C'est tellement simple. Tu vois, dès que j'ai 18 ans, je peux faire ça. Je peux ouvrir ces comptes-là. Et ça demanderait effectivement que quelques heures dans une année. Tu vois, là, je pense que quelqu'un qui ne connaît rien, qui a regardé ce podcast et qui après va peut-être regarder 2-3 vidéos, lire 2-3 articles, il aura une vraie éducation financière et il aura peut-être passé 2-3 heures sur le sujet. Donc, t'imagines avec un prof dans une classe où en plus tu peux faire des ateliers, tu peux commencer à faire des mises en situation. Ce serait dingue. Mais nous, on sponsoriserait ça, tu vois, avec Finari. Ouais, carrément. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelques années, il y a plutôt quelques décennies, la bourse, pour moi, c'était le trading.
Ouais. C'était vraiment, j'associais ça au trading, aux gars en costard devant Wall Street. C'est ça, Wall Street devant 6 écrans, à vraiment vérifier les fluctuations du marché à la seconde près et à faire des dizaines d'opérations dans la journée. Alors que c'est pas du tout ça. En fin de compte, enfin si, Ça existe. Ça existe, mais ça nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas et on n'en a pas besoin. Et en fait, vraiment en finance, plus c'est simple, mieux c'est pour toi. Parce qu'en fait, plus c'est complexe, plus la banque a mis des frais. Donc tous les produits complexes que la banque vous propose, vous vous dites, mais attends, je comprends rien à ce qu'il est en train de me raconter, c'est une douille. Tu vois, donc c'est aussi simple que ça. Les traders, en réalité, c'est un peu un mythe et ils ont un rôle de faciliter les échanges. Mais nous, en tant que particulier, on n'a vraiment pas besoin de trader, on n'a aucune valeur ajoutée. Et encore une fois, le mec qui a 6 écrans devant lui, genre, il a même 9, tu vois, il a des analystes, il a des machins, il a fait 10 ans d'études. C'est un pro, tu vois, il fait ça toute la journée. Et en plus, c'est un pro. Il voit des choses que tu ne vois pas, en fait. Donc c'est une autre division, quoi. C'est une autre division. C'est un autre univers. C'est juste un autre univers et tu n'as pas besoin de jouer là-dedans. Et donc, c'est cool, ça fait un peu rêver, mais la plupart des traders, fun fact, parce qu'on en a plein qui sont clients sur Finari, ne savent pas investir leur argent. Parce qu'en fait, ils sont tellement matrixés par leur métier qu'ils ont... tu vois, là, j'ai un client qui a 800 000 euros sur son compte courant, qui est trader. Et en fait, il va dire, franchement, j'ai pas le temps, ça me prend la tête et tout. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Toujours. Les banquiers privés. J'ai rencontré un jour, histoire vraie, j'ai rencontré le patron d'une banque privée qui m'explique, je lui dis, bah vas-y, présente-moi qu'est-ce que tu me conseilles? Présente tout un truc. Et je lui dis, ok, maintenant dis-moi ce que toi tu fais. Et il me dit, bah j'ai 500 000 euros sur mon compte courant et j'ai un appartement. Wow. Et là, je me suis dit, bah voilà, là, c'est fini. Bah, c'est pour ça qu'en fait, j'ai littéralement ce jour-là, il y avait Julien, mon associé, dans la pièce. On est sorti de là, on s'est dit, mais est-ce que le gars vient pas de nous donner la plus grosse confirmation qu'il fallait créer Finari? C'est littéralement, il vend quelque chose qu'il ne pratique pas lui-même. Ouais. Toi, tu vends des choses que tu pratiques toi-même. Tu vois, moi, j'utilise Finari tous les jours, j'investis tous les jours, je fais du DCA, je fais des ETF, je publie tous mes portefeuilles. Je prêche ce que je fais, tu vois. C'est assez incroyable, hein. C'est terrible. Et franchement, c'est beaucoup ça. Donc, ces gens sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, tu peux pas leur faire confiance. Tu peux pas leur faire confiance. Tu peux pas ils sont pas mal intentionnés. C'est juste que c'est une autre génération. C'est bizarre parce que je trouve ça aussi rassurant de se dire que en fait, c'est à la portée de tout le monde et même ceux qui ont les meilleures connaissances ou qui sont dans ce monde-là ne prennent parfois pas les meilleures décisions. Donc, avec un tout petit peu d'éducation financière, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais franchement, c'est génial, c'est un jeu, tu vois. Et en plus, tu vois, là, on est au deuxième étage de notre pyramide. On a fait de l'IMO, on a fait de la bourse. Il y a encore quelques étages. On peut aller beaucoup plus haut, on peut aller beaucoup plus loin. On peut se dire, en fait, maintenant, tu sais quoi, on va faire des crédits lombards, qui sont des crédits qui sont adossés à notre PEA, à notre assurance vie, pour acheter encore plus. Tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? La bonne nouvelle, c'est que si tu ne connais pas le crédit lombard, c'est probablement que tu n'en as pas besoin. Tu peux, c'est le niveau 25. Ouais. Joue déjà le niveau 1, 2, 3 jusqu'à 25. Et après, là, tu découvriras d'autres trucs. Tu découvriras plein de choses. Mais vraiment, le dénominateur commun de tout ça, c'est que c'est des choses quand même assez basiques que tu vas faire. Et encore une fois, tu vois, nous, on a des clients qui sont extrêmement riches. Quand on regarde ce qu'ils font, c'est extrêmement simple. C'est juste qu'ils le font avec des montants très importants. Ils ne font pas des trucs de fou, tu vois. Les gens pensent que quand tu rentres en banque privée, et moi, je le pensais d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je suis allé en banque privée, je me suis dit, je vais pousser la porte et ça va être X-Men, tu vois, ça va être Iron Man, ça va être incroyable, c'est méga moderne, méga fou. Et en fait, les mecs me sortaient les mêmes trucs que les banques classiques, mais le bureau était super beau et moquette épaisse et tout le monde était un peu stylé, tu vois. C'était naze, vraiment, je me disais, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ouais, il n'y a rien d'autre. Donc, il n'y a pas de secret, les gens riches ne font pas des trucs de fou et de toute façon, tu n'as pas les mêmes problématiques, tu vois. Quelqu'un qui a 50 millions, il n'a pas du tout les mêmes problématiques que quelqu'un qui débute dans l'investissement. Donc, tu n'as pas besoin de faire ça. Là, ce qu'on vient de dire, les ETF, le PEA, l'assurance vie, c'est ton kit de base. Et c'est vraiment avec ça, tu peux aller au bout de ton aventure d'investisseur et tu te porteras très, très, très bien. J'ai une question. Si jamais tu as ouvert un PEA et une assurance vie à ta banque et tu te fais un peu éclater par les frais, tu as une possibilité de faire machine arrière? Tu as deux options. Enfin, déjà, il faut séparer les deux. Le PEA, oui, tu peux le transférer. Donc ça, c'est trop bien. Ce qu'il faut faire, par contre... En gardant l'avantage fiscal. L'avantage fiscal. Donc, ton PEA, par exemple, à 5 ans, et tu te fais fumer par les frais de ta banque. Tu te dis, bon, j'ai pas envie de perdre l'avantage, mais j'ai quand même envie de mettre quelque chose. Et quand on dit les frais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes un ordre, en coup, ça te coûte une blinde. Ou tu as des trucs qui s'appellent des frais de garde. C'est-à-dire que chaque année, juste pour avoir l'enveloppe, tu payes. Ça, c'est interdit. Il n'y a pas de frais de garde. Enfin, tous ces frais-là doivent dégager. Tu transfères le PEA. Ce qu'il faut faire avant, c'est qu'il faut vendre toutes les positions à l'intérieur pour que tu aies que du cash. Et après, tu vas dans une banque en ligne, une de celles que j'ai citées tout à l'heure. Et ça, le fait de passer en cash, ça va énormément simplifier le processus parce qu'évidemment, les banques font tout pour ralentir le truc. L'assurance vie,
il y a un lobby de dingue sur les assurances vie. Il faut savoir qu'il y a 6 millions de PEA ouverts en France. Il y a, attends, je ne vais pas dire n'importe quoi. Plusieurs dizaines de millions, Il j'imagine. y a plusieurs dizaines de millions. Alors de mémoire, il y a 40 millions de contrats d'assurance vie. Ouais. Le PEA, on peut en avoir un par personne. Mhm. On peut en avoir 2 par foyer, tu vois, par couple. L'assurance vie, tu peux en avoir 50 si tu veux. Donc c'est pour ça qu'on en a autant. Il y a 18 millions de bénéficiaires d'assurance vie, mais il y a plus de 40 millions de contrats. Il y a 1900 milliards d'euros dans les assurances vie. Il y a à peine 100 milliards dans les PEA. Donc c'est ridicule le PEA comparé à l'assurance vie. Et donc le lobby des assurances... Il est puissant. Il est puissant. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui achètent la dette de l'État français. C'est eux qui financent l'État. Tu vois, l'État, il est surendetté. Quand l'État emprunte, les assureurs sont là et disent « Ok, on prend ». Et donc, quand quelqu'un a dit « Mais attendez, les contrats d'assurance vie blindés de frais, ça serait sympa quand même de pouvoir les transférer chez un assureur qui est pas cher », les assureurs ont dit « Non, 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 non. C'est mort. Si vous faites ça, vous nous détruisez notre business. Parce que nous, on se gave en fait sur tout ce stock qui dort, qui roupille. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on a créé un truc qui s'appelle le scanner de frais sur Finari. Tu connectes, parce que sur Finari, tu peux connecter tes comptes. En fait, tu n'as pas besoin de tout rentrer à la main. Tu connectes ton assurance vie, ton PEA, tout ce que tu veux. Et nous, on va scanner tes frais et on va te dire si, en gros, tu te fais douiller ou pas. On va te dire si tu te fais plumer par ton banquier. Ouais, tu as un petit onglet et tu peux vérifier. Tu peux vérifier et surtout, tu vois l'impact sur le long terme. Et là, tu Mm. dis, tu sais, au début, on lance le scanner de frais. Quand tu vois la courbe rouge, t'es pas content. T'es pas content. Et il y a des gens qui me disent, c'est faux votre truc. Mm. Et plein de gens, tu vois, Parce qu'ils voulaient pas voir la réalité en face. parce qu'en fait, ils comprenaient pas comment 2% par an, ça pouvait faire 40% sur 30 ans. Ouais. Et donc, je leur dis, bon, les gars, franchement, stop. Et j'ai publié un Excel, d'ailleurs, je pourrais le repartager, où il y a le calcul. Et donc, tu vois le truc et là, tu te dis, waouh. Mais effectivement, le lobby bloque le transfert. Et donc, pour répondre à ces questions, tu peux uniquement transférer le contrat au sein de l'assureur. La bonne nouvelle, c'est que par exemple, si tu es chez Generali et que en fait, ce qui compte, c'est le courtier qui t'a vendu le contrat. Si ton contrat est très cher, tu peux le transférer chez un autre courtier. Donc, typiquement, nous, on est courtier de Generali. Donc, théoriquement, tu pourrais transférer ton contrat chez nous. Et là, tu garderais ton avantage fiscal, mais tu passerais sur nos frais qui sont évidemment beaucoup moins chers. Donc, c'est possible. Par contre, les assureurs, là, font tout pour bloquer les transferts. C'est beaucoup plus compliqué. Mais ils font tout, mais est-ce qu'ils ont le droit de les bloquer ? Ils ont le droit, non, mais en fait, tu vois, tu vas parler au médiateur de la bourse, des trucs comme ça. Très pénible. Par contre, si tu as un contrat avec un avantage fiscal, disons que tu as un contrat qui est assez vieux, tu dis, ça m'embête quand même de perdre l'avantage fiscal, que tes parents t'ont couvert typiquement, mais très cher. Ce qu'il faut regarder, c'est si tu as des plus-values à l'intérieur. Mais si tu n'as pas de plus-value, tu t'en fiches de fermer le contrat. Parce que tu vas payer 0 impôt au moment où tu le fermes. Effectivement, il va falloir relancer le compteur, mais de toute façon, on est des investisseurs long terme, donc c'est pas très grave, tu vois. Donc, il faut vraiment regarder s'il y a une plus-value. S'il n'y a pas de plus-value, franchement, fermez le contrat. S'il y a une plus-value, il faut calculer combien ça va vous coûter d'impôt. Mais ça peut valoir le coup aussi de fermer le contrat. Encore une fois, si tu payes beaucoup de frais, si tu divises tes frais, en gros, tu peux les diviser par 3 ou 4 quand même, en passant d'un courtier à l'autre. Donc, c'est même pas négligeable, ça change tout, quoi. Ça change tout. Encore une fois, chaque pourcentage de frais que tu baisses, c'est de la performance en plus pour toi. C'est les frais, il y a Warren Buffett qui disait la performance va et vient, les frais sont pour toujours. Les frais, on ne sait pas où vont les marcher, mais quand c'est marqué 2% par an de frais sur ton contrat, t'inquiète que l'assureur, il t'oubliera jamais. Et il te les prendra chaque année. Et en fait, c'est ça qui est le pire, c'est que tu ne le vois pas parce qu'il te les prélève sur ton compte. Il te les prélève sur ton assurance vie. Alors, avec ton expérience avec Finari, la proportion de personnes qui se font un peu allumer par les frais, elle est proche de 100% en fait. C'est énorme. Ça concerne presque tout le monde. Presque tout le monde. Franchement, c'est simple. Si vous avez une assurance vie et que vous n'avez jamais entendu parler des frais, je vous invite à faire l'exercice. Vous connectez votre compte et là, vous allez passer un très mauvais moment, mais vous allez passer un très bon moment derrière parce qu'on va vous donner la solution. Ouais, tu vois. Quand je l'ai connecté là. Franchement, tu te fais douiller à quasiment 100%. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'on analyse vraiment l'ensemble des frais. Parce que là, on a parlé des enveloppes, mais tu payes aussi des frais sur les fonds. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, 90% des gérants ne battent pas le marché. Ouais. Ce qui va se passer, c'est quand tu vas aller dans la banque XY, ils vont dire Nassim, on a un super contrat d'assurance vie qui va s'appeler genre Cachemire 2, enfin tu as un nom vraiment bien ronflant. Ouais. Tu vas ouvrir le contrat, ils vont dire on a aussi notre gestion maison très très forte. Donc ils vont te vendre le contrat maison blindé de frais, la gestion maison blindée de frais, donc les fonds très chers. Et nous, on va analyser les deux et on va te dire en combiné à quel point tu te fais plumer. Et là, c'est des montants qui sont délirants. Vraiment, il y a des gens qui ont économisé des millions d'euros grâce à nous. Ils n'ont pas économisé des millions d'euros tout de suite. C'est juste que dans le futur, en fait, ils auraient perdu cet argent. Et c'est pas très compliqué, encore une fois. Tu vois, des fois, il suffit de vendre des fonds pour acheter des ETF. Des fois, il suffit de transférer un contrat ou de fermer un contrat pour en ouvrir un autre. Mais le scanner de frais, c'est encore une fois un truc d'utilité publique.
aucune banque ne te le proposera. Jamais. Bah, c'est pas leur avantage. Parce que c'est là où ils gagnent de l'argent. C'est là où il y a du gras. Tu vois. La banque, littéralement, quand je parlais aux banquiers, ils me disaient c'est là où il y a du gras. C'est ce terme qui revenait tout le temps. Et du coup, la meilleure chose à faire, c'est de s'inscrire sur Finari et aller scanner ses frais en fin de compte. Tu vois, évidemment, je suis un peu biaisé. Mais à minima, pour voir l'ampleur des dégâts, ouais, ça vaut le coup. Et il n'y a pas que ça. Tu vois, on parlait tout à l'heure du budget. Sur Finari, en fait, on s'est rendu compte que les gens voulaient suivre leur patrimoine, mais ils voulaient aussi suivre leur budget. Et généralement, ils avaient 2 apps. Donc, on a créé une partie budget pour que tu puisses faire la partie en amont de l'investissement. Parce qu'il faut déjà que tu aies un budget à l'équilibre, il faut que tu arrives à identifier les dépenses qui servent à rien, il faut que tu puisses définir combien tu vas investir tous les mois, etc. Et donc, tu peux connecter tes comptes bancaires, tu as toutes tes transactions qui remontent. Et après, on catégorise tout ça. Tu peux créer plein de règles, tu peux te faire des budgets, etc. sur mesure, tu peux te définir tes objectifs. Donc, tu peux aussi gérer ton budget qui va te permettre du coup d'investir plus. Et c'est ça notre finalité. Notre finalité, c'est pas de gérer ton budget pour gérer ton budget et de te dire c'est bien d'aller au resto ou c'est pas bien. Ça, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de te donner les outils qui vont te permettre d'investir plus. Parce que plus tu investis, plus tu accélères ta réussite financière. Ok. Cas d'école. J'ai économisé 10 ou 20 000 euros. J'ai économisé 20 000 euros. C'est sur mon compte courant. Ouais. J'ai envie de l'investir. On parle de la bourse. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette directement ces 20 000 euros sur un PEA, par exemple, ou est-ce qu'il faut mieux que je m'habitue au prélèvement mensuel et du coup déposer une somme mensuellement, petit à petit, sans trop m'en occuper? Très bonne question. Mon conseil, il est super simple. Moi, je te conseille de mettre les 20 000 euros tout de suite dans le PEA. Parce que c'est dur, ça, psychologiquement. C'est très dur. Pour l'instant, tu ne vas rien faire. Parce que le PEA, c'est comme tu as un compte courant en fait, dans le PEA. Donc, tu vas juste transférer les euros. Ils vont juste être dans le PEA. N'oublie pas que si tu sors les 20 000 euros, tu casses l'avantage et tu remets le compteur à zéro. Il faut les laisser 5 ans. Donc, il faut les laisser 5 ans. Mais au moins, l'argent, il est bloqué. Il est dans une boîte. Tu vois, il est dans ton coffre. C'est ta boîte au trésor. Maintenant, tu as 2 options. C'est soit tu dis, bon, allez, j'achète tout de suite du MSCI World, 20 000 euros là, bam. Lundi matin, un ordre à 20 000 euros, franchement, ça pique quand tu n'as jamais investi de ta vie. Ou alors, tu te dis, franchement, je ne me sens pas de le faire. Et du coup, tu vas diviser la somme par 12, par exemple. Et tu vas investir tous les mois, tu vois, 1/12. Ça, en gros, ça s'appelle faire du DCA, du dollar cost average. Investir d'un coup, ça s'appelle faire du lump sum. Et donc, il y a plein d'études qui prouvent que ce qui est plus rentable, c'est d'investir d'un coup. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Ce qui est plus agréable psychologiquement, c'est d'investir en plusieurs fois. Donc, je recommande d'investir en plusieurs fois parce que franchement, si tu investis aujourd'hui, que c'est une première fois que tu investis et que demain le marché fait moins 20, dur. Tu viens de perdre 4 000 euros. Ouais. Tu n'as pas perdu 4 000 euros, mais tu es en moins-value latente pour l'instant de 4 000 euros. Ça fait mal, tu vois. Alors que si tu investis tous les mois, tu dis ah, trop bien, le marché baisse. Du coup, le mois prochain, je vais acheter plus bas, et plus bas, et plus bas, et plus bas. Et la différence entre les 2 méthodes, elle est vraiment significative? Ouais, elle est significative. Ouais. Ah ouais. Elle est significative, mais en réalité, encore une fois, tu vois, c'est comme acheter sa résidence principale ou sa résidence, c'est des biens locatifs. On n'est pas là pour tout optimiser au centime près. On est là aussi pour profiter de la vie. Et les 2 sont des bons choix. C'est juste qu'il y en a un qui est plus rentable. Et c'est statistique en plus, donc c'est pas non plus, tu vois, dans tous les cas. C'est en gros 70% des scénarios de marché, c'est plus rentable d'investir d'un coup. Et moi d'ailleurs, j'ai posé cette question. Quand j'ai fait quand la boîte dans laquelle je bossais, Trainline, a été introduite en bourse, j'ai appelé quelqu'un extrêmement riche. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit exactement ce que je viens de te dire. Il m'a dit, investis tout maintenant. Parce que moi, j'ai fait du DCA et j'ai regretté. Je lui ai dit, ouais, je le sens pas. J'ai fait du DCA. Et en fait, avec le recul, ouais, il aurait fallu faire du lump sum, investir tout d'un coup. Mais j'ai aucun regret, tu vois. Parce qu'en fait, je me suis senti hyper à l'aise. Et voilà, j'ai déployé. Et j'ai appris. J'ai fait des erreurs. Mais au moins, maintenant, je me sens capable de le faire. Et effectivement, maintenant, si j'avais une grosse somme, j'investirais d'un coup. Mais parce que tu es habitué et voilà, que ça fait 10 ans que maintenant que je pratique le truc. Donc, tu vois, c'est plus quelque chose que je découvre. C'est vrai que l'aspect psychologique, en fin de compte, il est intéressant à prendre en compte. Hyper important. Et de se dire que c'est pas juste mécanique et des chiffres et des statistiques. Il y a aussi ta façon de percevoir les choses. Bien sûr. Et si jamais tu n'as pas cette appétence-là et que tu peux pas survivre à cet investissement d'un coup de grosses sommes, il vaut mieux le faire de manière équilibrée. Mais tu sais, c'est comme ta résistance à la douleur. C'est plus tu pousses lourd, plus tu t'habitues, ton corps s'habitue à pousser lourd. Là, c'est pareil en fait. Tu vas t'habituer en fait à prendre des petites pertes, etc. Donc, moi, je préfère vraiment la méthode de faire des petits pas et peut-être de tomber de temps en temps. Mais le but, tu vois, et tous les investisseurs d'ailleurs, leur but principal, c'est de ne pas perdre d'argent. Ou c'est don't die. Tu vois, ils te disent toujours, ne meurs pas. Donc, tu ne veux pas faire d'erreur fatale. Donc, fais des petits pas, investis en plusieurs fois et te demande pas trop si c'est la meilleure décision, si c'est une bonne décision.
Parce que la vraie bonne décision, c'est que tu commences à investir et que les 20 000 euros, ils sont plus sur ton compte courant en train d'enrichir ta banque. Ils sont en train de t'enrichir toi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et dans 20 ans, en fait, tu te diras, tu auras complètement oublié déjà ce truc de DCA, de machin. Tu te verras juste que en fait, les 20 000 euros que tu as investis, c'est un capital qui a énormément grossi et donc qui aujourd'hui te permet d'envisager, tu vois, d'acheter peut-être une maison, d'acheter, je sais pas, de payer les études de tes enfants en étant très serein. Carrément, ouais, c'est vrai que vu comme ça, ça fait un peu moins peur et c'est même beaucoup plus rassurant. Les étages de la pyramide, on a parlé du matelas de sécurité, bourse et immobilier, ça serait peut-être le niveau 2, c'est ça? Ouais, c'est le niveau 2. Et au-dessus, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de niveaux. Ouais, mais ce qui viendrait tout de suite après? Selon moi, c'est la crypto. La crypto, c'est quand même un actif qui est très volatile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variations de prix. C'est un actif qui est quand même assez établi. Et quand je dis crypto, en réalité, je pense à Bitcoin et Ethereum, pardon, qui sont les gros actifs. Tu vois, je ne pense pas à tous les petits shitcoins qui sortent tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'avoir une petite partie de son patrimoine investi en crypto. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a proposé ça sur Finari, tu peux investir en crypto. Parce que c'est un actif qui est intéressant. Ce n'est pas du tout le cœur de ta pyramide, mais ouais, ça peut avoir sa place. Donc tu vas avoir 5% en crypto sur ton patrimoine, ce n'est pas déconnant non plus. Pareil, même méthode, DCA sur investissement mensuel, en gros, sur Bitcoin et Ethereum, par exemple. Tu fais 50-50, tu investis 100 euros tous les mois. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, j'investis 100 euros toutes les semaines sur Bitcoin et Ethereum. Et voilà, tu vois, après, t'oublies. Et si tu vas à l'étage encore au-dessus, là, c'est tous les actifs qu'on appelle alternatifs ou exotiques. Et là, c'est infini, tu vois, c'est acheter, ça va des montres, au placement défiscalisant, etc. On n'a pas parlé du placement défiscalisant, mais défiscaliser, ce n'est pas une stratégie. Défiscaliser n'est pas un placement financier. On n'investit jamais pour défiscaliser. Les gens qui achètent un appartement pour défiscaliser, il y a des appartements qui s'appellent des Pinel, des Malraux, etc. En réalité, ils ne font pas un bon investissement. Le meilleur investissement, c'est d'acheter un bien dans l'ancien et d'optimiser la fiscalité des revenus que tu perçois. Donc, on investit d'abord pour faire un bon investissement et ensuite, on optimise la fiscalité. C'est ce qu'on fait avec le PEA. On investit en bourse, dans des ETF, c'est un très bon investissement. On le met dans le PEA, comme ça, on baisse la fiscalité. Donc, on le fait dans cet ordre. Toutes ces histoires de défiscalisation, c'est une arnaque. C'est une arnaque parce qu'en fait, il y a quelques produits qui peuvent être intéressants, mais encore une fois, quand vous débutez, ce n'est pas du tout nécessaire. La défiscalisation, c'est intéressant pour celui qui te la vend. Donc il va te dire, franchement Nassim, la défiscalisation, il faut absolument que tu y ailles, c'est génial. Regarde, tu vas baisser tes impôts là tout de suite cette année. Et donc je comprends que ce soit attractif. Carrément. Mais en réalité, tu as envie d'avoir plus d'argent ou de payer moins d'impôts. Personnellement, je préfère avoir plus d'argent. Et donc, les produits défiscalisants, c'est des produits qui sont extrêmement margés, donc extrêmement rentables pour ceux qui te les vendent. C'est pour ça que les banques, les conseillers les poussent beaucoup. C'est pour ça qu'on a une espèce d'obsession sur la fiscalité. En France, on est quand même le champion d'Europe de la fiscalité. Peut-être derrière la Norvège, mais on est vraiment, on est sur le podium en tout cas. Tu vois, on est vraiment bien sur le podium. C'est pas un podium dont on peut être fier. C'est assez scandaleux. Tu vois, typiquement quelqu'un, un exemple que j'aime bien donner, tu payes quelqu'un, on va dire, alors je crois que c'est 50 000 euros, non 60 000 euros. En gros, ça va coûter à peu près 90 000 euros à la société, parce qu'il faut rajouter les charges patronales. La personne qui gagne 60 000 euros, en réalité, elle va toucher 34 000 euros de salaire annuel. Et en plus, une fois que tu as déduit toutes les charges, les impôts, et après, elle va payer la TVA, 20%. Donc en fait, tu vois, le coût du travail en France, il est terrible, c'est hyper cher. Donc je comprends que des gens ont envie de baisser leur pression fiscale, mais encore une fois, il vaut mieux faire les bons investissements et optimiser la fiscalité que de défiscaliser. C'est jamais un bon investissement. Et aucun investisseur, d'ailleurs, aucune grosse fortune, aucun investisseur sophistiqué ne fait de la défiscalisation. Vraiment, il n'y en a aucun. Je n'en ai jamais rencontré. Ça, c'est vraiment intéressant de le préciser alors, et de dire que c'est un peu un scam et de se concentrer plutôt sur... Et je vais me faire insulter pour ça. Tu vois, dans mes DM, des gens m'insultent. Et en fait, pour moi, ça confirme le truc parce que je me dis, génial, ça veut dire que je suis en train de toucher du doigt quelque chose qui les dérange parce qu'ils ne veulent pas qu'on le sache. Mais ouais, c'est comme ça, c'est un scam. C'est vrai, tu penses que c'est polémique entre guillemets de dire que c'est un scam et que c'est vraiment pas quelque chose d'accepté par la plupart des gens? Bah, tu demandes aux gens, là, beaucoup de gens, tu vois, quand tu t'inscris sur Finari, on te demandait avant quel était ton objectif et beaucoup de gens disaient je veux défiscaliser. Beaucoup. Et c'était pas des gens qui étaient bêtes, hein. C'est des gens qui ont tellement marre de se faire matraquer par la fiscalité et donc ils disent franchement, ouais, moi j'ai juste envie de moins payer d'impôts. Donc encore une fois, c'est pas la bonne méthode. Et la réalité, c'est que si tu veux payer moins d'impôts, bah c'est là qu'il faut devenir entrepreneur parce que quand tu es entrepreneur, tu maîtrises le salaire que tu te verses. Tu peux te verser des dividendes. Tu peux avoir un régime mère-fille où les dividendes ne sont pas taxés quand tu les remontes d'une société à l'autre. Enfin, tu as plein de schémas. Si tu es salarié, tu n'as pas le choix parce que ce n'est pas toi qui décides du montant que tu te verses. Tu vas juste négocier ton salaire. Mais en soi, ton salaire va être fiscalisé comme du travail et là, tu te fais éclater. Quand tu es entrepreneur, bah, tu décides la façon dont tu te verses le salaire. Tu peux aussi utiliser la société pour financer tout un tas d'achats, tu vois, donc évidemment, dans la limite de la légalité. Mais c'est beaucoup plus intéressant, tu as vraiment de la flexibilité. Donc la réalité, c'est que
encore une fois, si tu regardes les gens qui ont beaucoup d'argent, la plupart finissent quand même par être entrepreneurs parce que ça te donne beaucoup de liberté. Tu peux investir la trésorerie de ta boîte, du coup, tu ne payes pas d'impôt sur les sociétés. Enfin, tu as plein de schémas. Tant que tu es salarié, tu vas toujours te prendre la fiscalité pleine tête. Mais même là, ça ne vaut pas le coup de défiscaliser. Jamais. Ça, c'est une phrase qu'on retiendra et tu vois, Ouais, je pense qu'on va la clipper pour que ce soit vraiment l'un des extraits du podcast. Hyper intéressant. Et tu parlais des cryptos, même stratégie que pour la bourse. On investit une petite somme qui est peut-être 5% de son volume total d'épargne mensuelle. C'est ça, 5 à 10%, tu vois. Ok. Ça dépend de ta capacité à prendre du risque, mais 5 à 10%, je trouve que c'est bien. Si tu n'aimes pas les cryptos, il n'y a pas de problème. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Tu peux dire ça finance le terrorisme, tu peux dire ça consomme de l'énergie, etc. Bah ok, t'en fais pas, c'est pas grave. Dans ce cas-là, ta pyramide s'arrête là. Et après, vraiment, le dernier étage des actifs alternatifs, pour moi, je le vois vraiment comme les investissements plaisir. Tu vois, moi, il y a des objets, j'aime bien les beaux objets. Et donc, ça m'intéresse, tu vois, de regarder les belles montres. Bon, j'en achète pas, mais je trouve ça intéressant. Et le but, si j'en achetais, ce serait vraiment juste de me faire plaisir. Donc évidemment, j'espérais gagner de l'argent, mais c'est pas grave si on ne gagne pas finalement. Parce que le but principal, c'est pas ça. Et vu que j'y allouerais qu'une toute petite partie de mon patrimoine, c'est pas très grave. Là, on parle de vraiment allouer, tu vois, 1-5%. Okay. Mais c'est pas important. C'est vraiment la pyramide, ce qui est trop bien, c'est que tu peux t'arrêter à chaque étage et il n'y a aucun problème. Mais ce qui est important, c'est de respecter l'ordre. Respecter l'ordre, hyper important. Et tu vois, souvent, ce que je vois, c'est que du coup, des gens me disent « Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai acheté de la crypto en premier. Après, j'ai investi dans des cartes Pokémon. Après, j'ai fait un investissement défiscalisant. C'est une cata. Après, j'ai investi dans des bouteilles de vin. Voilà. J'ai acheté des montres. Et mon pote, il a monté une start-up et je suis devenu actionnaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Le premier truc à faire, c'est d'accepter qu'on va tous se tromper. Moi, je me suis trompé. Tout le monde s'est trompé. Un investisseur qui se trompe pas, ça n'existe pas. Donc, tu peux tout déboucler. Et généralement, ce que je vois quand même, c'est qu'il faut mieux vendre des positions à perte, il faut mieux vendre des investissements à perte, plutôt que de garder quelque chose qui n'est pas sain fondamentalement. Et donc, tu peux repartir à zéro, c'est pas très grave. Moi, je l'ai fait. Donc, il faut vraiment pas trop se prendre la tête sur ça. Il faut pas s'auto-flageller, se dire « Oh là là, j'ai fait toutes les erreurs possibles, pour moi, c'est trop tard. » Non, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Tu peux repartir à zéro, il n'y a aucun problème. Et la plupart des investisseurs que je rencontre ne partent pas de zéro, évidemment. Il y a déjà un existant. Et généralement, on fait le ménage. Et c'est pas très grave. Et après, mais ils se sentent libérés. Ils se disent, mais trop bien, on a mis en place un système, on a mis une allocation qui correspond à mes objectifs, j'ai dégagé les trucs qui ne me servent à rien, je suis reparti sur des bonnes bases. Et donc, tout est oublié après. Ouais, niveau charge mentale, après, tout ça disparaît. Bien. Je trouve que c'est super sain comme approche, en fin de compte. Parce que on sort beaucoup du discours je veux devenir riche à tout prix, essayer de développer ma richesse dans des proportions qui sont des fois, incompréhensibles. Là, c'est vraiment pouvoir gérer son patrimoine de manière très contrôlée, en toute connaissance de cause. Et tu vois, je fais un petit parallèle avec Alex Hormozy, que je suis aussi sur YouTube. J'adore Alex Hormozy. Qui lui est l'américain de base, on va dire. Tu vois, il a le discours qui va avec. C'est vraiment l'américain de base. C'est l'américain de base. On a des muscles et on parle d'argent, on veut devenir riche. Et son discours, il est du coup typiquement américain, mais lui, le but, c'est de devenir le plus riche possible. Et tu vois, lui, il nous bassine avec le private equity. Et je me suis renseigné un peu sur le sujet parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire à la base. Pour moi, je ne comprenais pas la différence entre investir dans une entreprise qui est dite publique, donc en bourse, et une entreprise qui est privée en fin de compte, donc contribuer à son capital. Est-ce que ça, c'est une solution d'investissement qui est intéressante ou c'est vraiment réservé à ceux qui sont au niveau, même pas 3 ou 4, qui sont au niveau 100 quoi? Alors déjà, le private equity, c'est un peu un fourre-tout. En gros, le private equity, c'est ce que tu as dit. C'est toutes les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Donc Apple est cotée en bourse, c'est une boîte publique. Finari est une boîte privée, c'est du private equity. Maintenant, en fait, c'est un peu on fait pas mal l'amalgame. Le private equity, en réalité, c'est des fonds spécialisés qui sont accessibles à partir de 100 000 euros. Et en réalité, les meilleurs fonds sont accessibles à partir de plusieurs millions d'euros. Et donc, ces fonds vont acheter des sociétés et les revendre. Donc, il y a une grosse partie de notre économie est détenue par des fonds de private equity. Les grands noms, c'est Carlyle, KKR, des fonds dont on n'a souvent jamais entendu parler, mais qui détiennent littéralement la moitié de la Terre, tu vois. Ces fonds-là... C'est des trucs comme BlackRock, etc. C'est ça ? Blackstone, tu vois, BlackRock fait des ETF, mais BlackRock fait aussi du private equity, effectivement. Donc, ces gens-là, on va dire, sont très, très présents. Et les gros investisseurs qui investissent là-dedans, c'est des grosses fortunes, mais c'est aussi des associations. Il y a des fonds de pension qui investissent dedans, tu vois, typiquement. Ça, c'est quelque chose qu'effectivement, quand tu vas avoir un gros patrimoine, 10, 20, 100 millions d'euros, tu vas avoir beaucoup de private equity. Mais le vrai private equity, les fonds,
Parce que les performances de ces fonds-là sont hallucinantes. On parle de performances vraiment lunaires. En fait, on ne parle pas de rendement annuel, on parle de quelque chose qui s'appelle le TRI. C'est pas 8% par an, là. Non, on est plutôt à 15% par an, tu vois. Très, très rentable, à condition de prendre les meilleurs fonds. Pour rentrer dans les meilleurs fonds, il faut mettre des tickets qui sont énormes. Et donc, c'est que accessible vraiment à des gens très riches. Au-delà de ça, il y a effectivement l'investissement dans tout ce qui est non coté et qui n'est pas dans des fonds de private equity, et donc qui est investir dans des startups, investir dans la boîte de mon pote, investir dans plein de choses. Ça, honnêtement, moi, je ne recommande pas. Parce que c'est risqué? Parce que c'est méga risqué. C'est pas liquide. Tu vois, demain, si tu investis... On a 1000 utilisateurs de Finari qui ont pu investir, qui sont devenus actionnaires de Finari. On a limité les tickets à 5 000 €. Parce que moi, je ne voulais pas que des gens m'appellent dans 5 ans en me disant « Mais attendez, on n'est toujours pas sorti de cet investissement ». Bah oui, parce que c'est une boîte privée. Et il n'y a aucune garantie que on fasse une plus-value. Il n'y a aucune garantie que tu aies de la liquidité un jour. Ça peut durer 20 ans. Peut-être que tu feras x1000. Et je fais tout pour que tu fasses x1000. Mais en attendant, tu es bloqué. Donc, je ne veux pas que tu mettes une partie trop importante de ton capital. Et ça paraît tentant. Tout le monde a vu les gens qui ont investi dans Facebook au début, ils sont devenus milliardaires. Ouais. Mais en fait, ça, c'est des coups de chance aussi. Et ça arrive de temps en temps. Et c'est surtout des gens qui sont très bien connectés, qui ont accès aux meilleurs deals de la place, etc. Ça, c'est extrêmement rare. Si vous n'êtes pas dans la tech, tu vois, et que vous n'avez pas accès aux meilleures startups, il n'y a aucune chance que vous ayez un super dossier qui atterrisse sur votre table. C'est vraiment quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Donc, est-ce que ça a sa place dans une stratégie? Non. Par contre, il y a un truc qui est quand même intéressant dans ce que dit Hormozy, c'est d'investir dans ses propres boîtes. Moi, je recommande à tout le monde de mettre du capital dans ses sociétés et donc d'investir en vous, en fait. Et si vous avez envie de lancer une activité de je sais pas quoi, tu vois, si vous avez envie de faire une chaîne YouTube un peu professionnelle, de lancer des produits, de lancer des formations, de lancer une app, tu vois, ouais, faites ça. Investissez en vous. Mais en vous, pas dans tous les autres. Et c'est pas très sexy, tu vois. Encore une fois, tu vas dire, ouais, mais entre les ETF et investir dans des startups, c'est quand même plus cool. Mais la réalité, c'est que sur le long terme, les startups, il y en a 90% qui vont mourir. L'ETF, il va faire 8% par an. Et donc, tu vois, c'est un peu la tortue contre le lièvre. La tortue, elle gagne à la fin. Et le mieux que tu puisses faire, c'est vraiment investir en toi, ta société, tes connaissances. Et de temps en temps, après, si tu as un ami dont tu dis, c'est un génie ce gars-là, c'est sûr que ça va marcher, ouais, mais mets un ticket que tu peux perdre. Moi, je pars du principe que tous les investissements private equity que je fais, tu peux tout perdre. Je pars du principe que ça va valoir 0. Et d'ailleurs, ça vaut souvent 0, parce qu'en fait, les boîtes vont à 0. Et j'ai fait plein d'investissements qui sont allés à 0. J'ai fait d'autres investissements qui ont bien marché. Mais moi, je compte ni sur ces investissements, ni sur quoi que ce soit. Je compte surtout sur Finari, sur ma boîte, sur laquelle j'investis 100% de mon temps, tu vois. Et c'est là que je mets toute mon énergie. Encore une fois, mon système d'investissement, lui, il tourne. Les ETF, tout ce qu'on a dit avant, tout ça, c'est déjà automatisé, ça marche. J'ai rien à faire. J'investis tout mon temps sur ma société parce que c'est là que je peux faire la différence. Je pense que c'est aussi un peu ça que voulait dire Alex Hormozy. Bien sûr, oui. Je grossis un peu le trait, hein, évidemment. Non, mais t'as raison. Mais parce que je suis très sensible aussi à la partie investissez en vous. Bien sûr. Et c'est ce que je fais avec mes entreprises. Donc forcément, oui, je suis sensible à ça. Et c'est vraiment ça, c'est détenir le capital ou pas. Si tu ne détiens pas le capital, tu auras beaucoup de mal en fait à sortir de ce que les influenceurs appellent la rat race parce que tu seras toujours salarié en fait. Et encore une fois, tu peux être salarié et détenir du capital, ou tu peux être indépendant et détenir du capital. Les deux sont possibles. Mais si tu es salarié dans une boîte et que tu ne crois pas dans cette boîte, en réalité, c'est que tu n'as rien à y faire. Si tu es salarié dans une boîte et que tu y crois et que tu n'as pas de part, il faut que tu fasses tout pour devenir actionnaire, puisque c'est ça qui va vraiment te permettre de gagner des sommes qui sont largement supérieures à ce que ton salaire pourra jamais te permettre. Le salaire, c'est quand même capé. Tu vois, tu peux pas gagner 20 millions d'euros par an, enfin, à part si tu es PDG d'un très grand groupe ou je sais pas, footballeur, c'est impossible. Tu peux gagner 20 millions d'euros avec tes actions. Tu vois, chez Nvidia, c'est assez connu. Nvidia, je ne sais pas si tu as vu la trajectoire boursière de la société, qui est dingue. Nvidia, je crois qu'il y a 60 ou 70% des salariés qui sont millionnaires. Enfin, il y a plein d'histoires du gars qui passait le balai qui est millionnaire. Tu vois. Moi, je connais des gens qui sont ingénieurs très basiques, qui sont rentrés il y a 5 ans, qui ont 20, 30 millions. Des gens qui sont comptables. Tu vois. Donc, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient du capital. Et ils avaient aussi des très bons salaires, hein, par ailleurs, mais ils avaient du capital. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Et donc vraiment, si vous pouvez négocier du capital dans votre société, il faut que vous le fassiez. Si vous êtes dans un grand groupe, vous avez de l'épargne salariale, donc vous avez du capital. Donc allez négocier ça. Vous avez toujours le choix entre contribuer plus ou moins de votre, ce qu'on appelle l'abondement ou la participation. Il faut réinvestir dans la société si vous y croyez. Et en plus, vous avez plein d'avantages autour, donc il faut vraiment maximiser ça. Je sens que demain, il y a mes employés qui vont me dire « Nassim, on peut discuter, s'il te plaît ?» Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir des parts aussi dans la société ? Désolé. C'est pas grave. Et toi, personnellement, tu mets plus d'énergie et d'intérêt dans Finari ou dans tes investissements annexes, tu vois, bourse, immobilier, etc.
T'investis en toi ou tu t'estimes que c'est plus important d'avoir ces revenus passifs qui vont être générés avec le temps? Moi, j'investis que en Finari, en réalité. En Finari, en moi, tu as raison. Tu vois, je le faisais pas beaucoup à l'époque, mais j'ai beaucoup investi dans ma santé, dans mon bien-être, dans mon cadre de vie, etc. C'est hyper important, c'est la clé, tu vois. Ouais, j'en suis convaincu aussi. Ouais. Et tu vois, moi, je me perçois, toi, tu es un athlète, moi, je me perçois aussi comme un athlète quelque part. Et un athlète, tu regardes un sportif de haut niveau, un Mbappé, il a un nutritionniste, un préparateur physique, il a un chauffeur, il a un agent. En fait, il a tout un encadrement. Mais cet encadrement, il l'a pour que le jour J, il puisse performer au meilleur niveau, pour qu'il puisse marquer des buts en finale de la Coupe du Monde. Il n'a pas le temps de s'occuper en fait de son contrat avec Nike et je sais pas quoi, tu vois. Il n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il doit manger demain. C'est pas sa valeur ajoutée. Donc j'investis beaucoup là-dedans. Et effectivement, j'investis tout le reste de mon temps dans Finari. Et donc ça aussi, ça veut dire beaucoup dire non, tu vois. Bon là, tu m'as invité, je trouve ça trop bien, j'adore ton podcast, donc c'est pour ça que je suis venu. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, je dis non. Moi, je vais pas à des conférences, je vais pas à des dîners mondains, tu vois. Je vais pas faire la teuf tous les soirs. Mon quotidien, c'est je travaille 10 heures par jour, en gros, et je me vante pas du tout de ça. C'est juste que c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Si tu veux avoir une boîte qui marche, il va falloir bosser, il va falloir bosser pendant longtemps. Et tu l'as dit, toi, tu fais YouTube depuis 10 ans. Ouais. Il n'y a pas de secret dans la vie, en fait. Tu l'as dit, j'ai créé l'écosystème pour justement pouvoir performer au maximum de mes capacités, non seulement sur les entraînements de muscu, mais aussi sur toute la partie entrepreneuriale des entreprises. Et en fait, les gens voient le résultat final et voient ton trophée 1 million d'abonnés qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Tu me le laisses, hein. Ouais, bon, peut-être. Mais tu vois, ils voient ça, mais ils voient pas les 10 ans de travail derrière. Et donc, tu sais, en anglais, on dit, j'ai oublié l'expression, c'est overnight success, tu vois. Mais en fait, moi, j'aime bien dire un overnight success, un succès d'une nuit à l'autre, 10 years in the making, qui a mis 10 ans à se préparer. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est ça. Tu vois, quand des gens explosent, ça fait des années et des années. Tu vois, là, il y a Inoxtag qui a explosé. Mais le gars, ça fait des années qu'il fait que ça. Ça fait littéralement 10 ans qu'il est sur YouTube, je pense. Donc, il n'y a pas de secret dans la vie. Si vous avez envie de vraiment changer votre condition sociale, tout ce qu'on a décrit avant, c'est pas ça qui fera la différence. C'est pas vos investissements qui font la différence. La différence, c'est la façon dont vous investissez votre temps. Et la réalité, c'est que tant que vous ne détiendrez pas de capital, que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous ne pourrez pas changer votre condition sociale. Et pour la changer fondamentalement, il faudra beaucoup travailler. Après, c'est un choix. C'est si tu n'as pas envie de le faire, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de jugement, tu fais ce que tu veux, tu vis ton existence comme tu l'entends. C'est trop bien. Tu vois, si tu as envie d'avoir une vie de famille, un super équilibre vie pro, vie perso, pourquoi pas? Moi, j'ai accepté que je n'aurais pas un équilibre pro-perso, j'aurais un déséquilibre. Mais en fait, tu vois, j'en parlais hier avec quelqu'un, moi, je me sens beaucoup mieux maintenant dans ce déséquilibre que dans mon équilibre quand j'étais dans une grosse boîte où en fait j'étais un PNJ de plus, tu vois, et j'étais malheureux. Parce que je m'exprime, aujourd'hui je fais ce que je veux, je peux venir ici pour faire une interview parce que je trouve ça trop bien, je peux faire la culture que je veux dans la boîte, je peux lancer le produit que je veux, je peux avoir le ton que je veux sur Finari, je peux faire une chaîne YouTube sans demander l'autorisation à personne. T'imagines si j'avais été dans une grande banque et que j'avais dit tiens, on va faire une chaîne YouTube. Mais en fait, on n'aurait rien fait, j'aurais mis 8 ans à faire valider le projet, tu vois. Et ça, donc voilà, il n'y a pas de secret. Donc si vous voulez vraiment sortir de votre truc, tu vois, et vraiment avoir une réussite exceptionnelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, tu vois. Les réussites exceptionnelles dont on parle tout le temps, les Zuckerberg, les mecs qui ont créé Google, tu vois, Sam Altman d'OpenAI, le mec qui a créé Nvidia, mais en fait, c'est des entrepreneurs, ils ont une part du capital et ça fait des années et des années et des années et des années qui sont là-dessus. Bill Gates, il a créé Microsoft il y a 40 ans. C'est limite une boîte de boomers, tu vois. Et pourtant, la boîte, c'est la deuxième plus grosse boîte au monde, c'est un missile, le truc. C'est une boîte magnifique, hyper rentable. Et ça fait 40 ans bon, lui, il est plus dessus, mais ça fait vraiment très longtemps que les gens ont bossé là-dessus. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Mais donc, le vrai investissement, et c'est pour ça qu'il faut automatiser ces investissements. Parce que si tu as envie de faire ça, tu peux pas réfléchir à s'il faut acheter du Google aujourd'hui ou s'il faut vendre tes actions ou machin. Parce que tu n'as pas le temps et pas la disponibilité psychologique. Donc moi, j'ai pas de charge cognitive des investissements parce que j'ai tout automatisé et je me concentre que sur ce qui me passionne aussi, c'est Finari. Et il se trouve que Finari permet aux gens d'investir et donc c'est trop bien, tu vois, quelque part, la boucle est bouclée. Et c'est pour ça que ma vision, c'est qu'à terme, en quelques clics sur l'app ou sur le site, tu puisses vraiment, tout ce qu'on a dit là, tu puisses le faire sur Finari, tu te connais, tu t'inscris, on va te guider et à la fin, en tu vois, en 1 heure, tu auras créé tout ça. Et après, tu pourras faire autre chose de ta vie. Parce que c'est quand même plus intéressant d'aller faire autre chose que de regarder des ETF. On est d'accord. Mais je crois que vous y bossez dur. Hein. Vous mettez un petit peu des nouvelles sur Finari pour parler des prochaines fonctionnalités. Et ça a l'air de grossir de jour en jour, en fin de compte. Ouais, ça grossit à fond. Et encore une fois, tu vois, c'est parce que je pense qu'on casse les codes et on dit ce qu'on pense dans un milieu qui est hyper lisse, tu vois, où tout est politiquement correct.
on est très transparent sur ce qu'on fait. Et donc ça, forcément, ça parle. Parce qu'on est aussi dans un milieu plutôt opaque, la finance. On se dit, tu vois, il y a eu plein d'arnaques, il y a eu plein d'histoires, de scandales. Les banques, Carrément. Les banques, tu vois, c'est incroyable. Tu vois, toutes les banques ont des scandales, mais elles reviennent tout le temps. Tu vois, elles sont tout le temps là encore. Elles ont des amendes de dingue, elles font des crises. Elles sont tout le temps là. Pas de problème. Elles ont toujours la carte, c'est passer par la case départ et prenez 20 000 €. Bah voilà, c'est en gros, l'État leur redonne de l'argent et c'est reparti pour un tour. Donc nous, forcément, on casse les codes là-dessus. Et aussi, je pense qu'il y avait un truc générationnel. Franchement, les gens, notre génération, on avait envie d'y aller, quoi. Donc il fallait juste un outil, et je suis content que ce soit Finari. Il y a d'autres outils, honnêtement, qui sont très bien aussi. Mais on a vraiment su, tu vois, prendre cette vague-là. Et moi, je dis souvent, tu vois, l'entrepreneur, c'est un surfeur. L'entrepreneur, c'est un surfeur. Son produit, c'est une planche. C'est sa planche de surf. Mais ce qui compte au final, c'est la vague qu'il va trouver. Et donc, si tu es Brice de Nice et que tu surfes à Nice, tu vas rien faire dans ta vie. Tu vas juste rien faire. Donc, il faut trouver la vague. Et ça, c'est vraiment la clé. Il faut trouver le trend, la tendance sur laquelle tu vas surfer. Tu vois, toi, tu as surfé sur effectivement la prise de conscience qu'il faut prendre soin de son corps, que c'est pas si compliqué, qu'en fait, faire du fitness, c'est pas que faire du bodybuilding, ça n'a rien à voir. En réalité, il y a plein de façons de le faire. Et ça allait se passer sur Internet. Bon, bah, en fait, tu as une espèce de poussée naturelle qui t'emmène. Tu as vraiment un vent dans le dos. Et nous, on a eu un vent dans le dos. Si aujourd'hui, je pense que Finari, c'était sur Minitel, on n'aurait pas trop de vent dans le dos. Mais sauf que voilà, les gens sont sur Internet, ils ont confiance dans ce qui se passe, ce qu'ils voient dans des vidéos, et ils ont surtout envie d'investir. Tu vois, le système des retraites est aux abois. Maintenant, il faut y aller, quoi. Et tu crois que la première étape, c'est plutôt de commencer à visionner tes vidéos, ou alors directement d'aller faire un tour sur Finari et de se familiariser avec les fonctionnalités, etc. Franchement, la première étape, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est d'aller voir une vidéo qui s'appelle Comment investir 10 000 €, qui est le résumé de ce qu'on s'est dit avec un peu plus de détails sur tout ce qu'il faut savoir pour investir ses premiers euros. Et cette vidéo, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui me disent, cette vidéo, je l'envoie à tous mes proches, tu vois. Et je crois que c'est l'une des vidéos la plus populaire de la chaîne, je crois que une des vidéos les plus populaires, tu vois. Et effectivement, après, assez rapidement, tu vas vouloir faire des investissements. Et là, après, tu peux t'inscrire sur Finari et connecter tes comptes, voir si tu n'as pas un contrat d'assurance vie où tu te fais plumer. Et à partir de là, tu t'enchaînes, tu vois. Et donc, ce qui est super important, c'est surtout de ne pas s'arrêter, de continuer à se former et de continuer à prendre des connaissances pour vraiment rester alerte, tu vois, et pousser le truc de plus en plus loin. Le but, c'est pas de devenir un professionnel de l'investissement, mais c'est d'avoir assez de clés pour atteindre ton objectif. Et il se trouve que l'objectif un peu générationnel, c'est l'indépendance financière. Et franchement, c'est complètement faisable. D'ailleurs, j'écris un livre qui va sortir bientôt sur ça. Encore une fois, la méthode, elle est très rationnelle. Tu vois, il n'y a pas de secret, je ne révèle rien. C'est juste qu'il faut faire des choses dans l'ordre. Et si tu le fais, bah, ça marche. Je vais reprendre le parallèle de la muscu, mais pareil, j'invente rien. Hein. Je partage des techniques qui sont connues de tous. Mais le fait de s'y lancer et d'avoir pas un accompagnement, mais de savoir où on met les pieds, effectivement, ça facilite grandement les choses. Mais tu vois, juste, moi, je me souviens, j'ai découvert cette vidéo en regardant comment faire les mouvements. Il y a toujours une vidéo, je ne sais plus si c'est le bench press ou le deadlift. Non, c'est le deadlift. Je regarde toujours ta vidéo, c'est un short. Et à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que c'est pratique, tu vois. Enfin, c'est bête, tu vois. Mais et en fait, c'est ça. On a accès à ça sur Internet, c'est trop bien. Bah, l'investissement, c'est pareil, c'est pas très compliqué. C'est pas parce qu'il y a des chiffres, il y a des traders et des machins que c'est plus compliqué que ça. Et donc, c'est de la répétition. Il faut s'entraîner. Il faut commencer petit. Tu commences pas avec des poids de 100 kilos. Tu commences tout petit. Ça, c'est sûr. Et après, tu y vas. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va super vite. Franchement, là, tu découvres l'investissement aujourd'hui. Tu t'y mets un peu. Généralement, les gens, ils me disent, je me suis tunnelisé sur tes vidéos. J'ai fait 10 vidéos de suite. Tu vois, au bout d'un mois, franchement, tu es super à l'aise déjà. Et après, ça veut pas dire que tu sauras tout, mais tu seras quand même plus équipé. Tu seras pas forcément prisonnier de ta condition. Plus prisonnier. Et du coup, tu pourras prendre de meilleures décisions. Tu nous auras rejoint du côté clair. Et après, c'est le côté obscur. Et après, c'est marrant d'aller voir ton banquier pour écouter son discours. Et là, franchement, c'est hilarant, tu vois. Ouais. C'est hilarant. Tu vas dire, alors les ETF, vous en pensez quoi? Et faites l'exercice. Allez voir votre banquier. Il va bégayer. Il va dire, c'est dangereux. On a beaucoup mieux. Je comprends pas. Je sais pas quoi. Oui, il va même pas connaître. Et là, tu vas dire, attends, le mec ne connaît pas. Il y a plein de banquiers, et ça c'est réel, j'ai posté ça sur mon Instagram, il y a plein de banquiers qui m'envoient des messages pour me dire on se forme en regardant tes vidéos. Mais ça c'est fantastique. Mais ça c'est lunaire en fait. Tu trouves que c'est une merveilleuse récompense ou au contraire que c'est un peu triste de savoir que les banquiers en sont à ce les deux, et en fait ce qui me donne espoir c'est que par contre tous les banquiers ils ont envie de faire leur métier correctement, tu vois. Et donc je me dis trop bien, parce que peut-être que c'est eux qui vont faire changer la banque de l'intérieur. Au final, il n'y a pas de mal intentionné, il y a juste un manque de connaissances et d'éducation, quoi. Mais ouais, c'est quand même assez lunaire, parce que tu dis, moi j'ai une société de 40 personnes. Les banques, c'est des dizaines de milliers de personnes. Ils devraient quand même mettre un petit budget pour former des conseillers qui littéralement vont conseiller Madame Michu toute la journée sur faire des placements qui sont très importants pour elle. C'est l'épargne d'une vie souvent que les gens placent. Là, ce qui va se passer, ça va être très simple. De la même façon que mes vidéos YouTube sont utilisées pour former les coachs à la fac, tes vidéos vont être utilisées à la banque pour si une banque veut
faire un partenariat, moi, je suis partant. Hein, je suis partant. Et aujourd'hui sur YouTube, 2 vidéos par semaine? 2 vidéos par semaine, rythme de Stakhanovis, tu vois. Le mercredi et le dimanche. Mercredi, une vidéo plutôt éducative sur des concepts ou une histoire d'un grand entrepreneur ou d'un grand investisseur. Et le dimanche, analyse de patrimoine. Et là, on regarde tous les profils des débutants, des gens expérimentés, des gens qui ont fait n'importe quoi, des gens qui sont super forts, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Et l'idée, c'est de donner un aperçu de tout ce qui peut se faire. Et je pense que ça c'est le format qui plaît le plus parce qu'en fait, tu vois que personne ne fait quelque chose de parfait. Tout le monde fait des trucs un peu débiles. Et moi, le premier. Et donc, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est que les gens, ça les a décomplexés. Tu vois. C'est rassurant, c'est sûr. C'est super rassurant. Et donc, tu en regardes quelques-unes et après, tu te formes et ensuite, tu as envie d'y aller. Quoi. Donc, Mais ouais, la chaîne, c'est un truc génial. Et si vous avez des idées de format, d'ailleurs, on est tout le temps en train de réinventer le format. Tu vois, on a une équipe qui bosse sur ça. Donc, envoyez-moi des DM sur Instagram. Moi, je serais ravi d'y réfléchir parce que vraiment, c'est hyper important pour moi et c'est franchement une des parties les plus fun de mon job. C'est quand même de faire des vidéos. Moi, j'avais pas prévu de devenir youtubeur à la base. Pour moi, influenceur, c'était un peu un truc péjoratif. Maintenant, je trouve ça trop bien, quoi. Maintenant, tu assumes complètement. Maintenant, j'assume complètement. Et franchement, il y a le Finari avant notre chaîne YouTube et il y a le Finari après. Tu vois, là, en prenant le train ce matin, il y a quelqu'un qui m'a reconnu dans la gare de Lyon et qui m'a dit bravo pour ce que tu fais, c'est génial. Et franchement, tu vois, c'est juste que je me dis trop bien, j'ai aidé quelqu'un. Et voilà, c'était gratuit, c'était cadeau. Ouais, bah, je pense que t'aides beaucoup de personnes, moi y compris, parce que quand j'ai découvert ta chaîne, j'étais très content d'avoir des réponses qui sont claires, nettes et précises sur des vidéos qui sont plutôt concises en fin de compte, hein, et très, très intelligibles. Donc on ira tous te rejoindre sur ta chaîne YouTube. C'est pas Mounir, c'est Finari, hein, la chaîne Finari, YouTube. Ouais. Par contre, sur Instagram, c'est Finari aussi ou sur Instagram, il y a Finari et sinon c'est Mounir Lagoon, vous m'ajoutez. Et puis je poste en gros des backstage de Finari et je donne aussi plus mon avis. C'est vraiment mon compte personnel. Donc voilà, si vous voulez voir un peu ce que je fais en dehors de mon boulot aussi, je bosse pas tout le temps, bah, vous me suivez sur Instagram. Ouais, de toute façon, on laissera les liens en description. Mounir, c'était vraiment un honneur et un plaisir de te rencontrer et de discuter un peu avec toi. Bien sûr, moi je suivrai toujours les vidéos YouTube. Je continuerai à utiliser Finari. De toute façon, je laisserai toutes les infos en description pour qu'on puisse rejoindre tout ça. Il y a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder. Ah ouais. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter soit en privé, soit sur un épisode 2. Ça me ferait beaucoup plaisir en tout cas. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, les amis. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Tu connais comment ça marche Toujours. YouTube. On s'abonne à la chaîne. Toujours. Sur Spotify, c'est les 5 étoiles. Et puis, Mounir, j'espère à bientôt. Salut Nassim, merci Salut, beaucoup. ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Mounir de Finari. Il y a un autre épisode qui devrait beaucoup vous plaire, c'est celui que j'ai tourné avec Don Pierre Albertini. Je vous laisse le lien juste ici, ça devrait s'afficher sur la page YouTube. Je suis sûr qu'il va beaucoup vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller le voir.